Ce jeu qui consiste à dire j'arrête de respirer parce que je me sens maltraité, mais c'est assez infantile. Il faudrait peut-être arrêter de parler de désengagement, sinon les Français et les étudiants vont finir par y croire. Étienne Perra, quel rôle les Sciences Po peuvent avoir dans le champ de l'IA? Et est-ce que vous craignez un impact à 10 ans pour vos diplômés? C'est pas que je crains un impact à 10 ans, c'est qu'il y aura un impact à 10 ans. Alors là, vous disiez les familles n'y comprennent plus rien, mais je les comprends. C'est-à-dire que vous arrivez au dire ah bah tiens mon diplôme il est RNCP. Ah bon c'est quoi RNCP? Ah d'accord, mais je l'ai loué. Alors je l'ai loué à une autre école qui elle n'est pas reconnue. Bienvenue sur Totis dans cette toute première table ronde ESR. 1h30 d'échanges consacrés aux enjeux actuels de l'enseignement supérieur. Autour de la table, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir 3 invités. Alice Guillon, directrice générale de Schema Business School et ancienne présidente de la C2FM. Thierry Coulon, président du directoire de l'Institut Polytechnique de Paris et ancien président du HCERS. Et enfin, Étienne Perra, qui est le directeur de Sciences Po Lille. Alors, dans cette première partie, nous allons parler de la potentielle crise de l'enseignement supérieur. Depuis plusieurs mois, de nombreux établissements, notamment publics, ont tiré la sonnette d'alarme quant à leur situation financière. Le désengagement de l'État est souvent pointé du doigt, qu'il s'agisse des compensations partielles, de hausse des salaires ou la flambée des coûts de l'énergie. Se profile aussi la baisse démographique ou encore la baisse du vivier en scientifique, qui concerne davantage les écoles d'ingénieurs. Thierry Coulon, à ce propos, quel est votre regard et votre analyse sur ces évolutions défavorables? Écoutez, moi, ce qui me réveille la nuit, c'est pas la question du budget. Ce qui me réveille la nuit, c'est la question de savoir si l'établissement dont j'ai la charge accomplit ses missions de la meilleure manière possible. Alors ensuite, si on peut zoomer et dézoomer, si on regarde la situation de l'Institut Polytechnique de Paris, qui dépend du ministère des Armées et du ministère de l'Économie, j'aurais du mal à me plaindre. On est dans une situation globalement budgétaire difficile. Il y a un certain nombre de débats, il y a un certain nombre d'arbitrages qui vont être discutés dans les semaines qui viennent. Je tiens compte de cette situation. En ce qui nous concerne, il y aura une petite tension du côté des crédits qui nous viennent de Bercy, du ministère de l'Économie, un peu moins de tension sur les crédits qui nous viennent du ministère des Armées, en raison en particulier de la loi de programmation militaire. Si je dois absolument parler de mes malheurs, je dirais que mon plafond d'emploi est un peu étroit pour une organisation qui est en train de se développer à la vitesse grand V. Mais enfin, je n'aurai pas l'impudeur vis-à-vis de mes camarades qui soit dépendent de fonds publics, soit vont chercher leur budget directement auprès des familles ou auprès de la société, et d'ailleurs on ferait bien tous de le faire d'une certaine manière, eh bien j'aurais pas l'impudeur de continuer à me plaindre. Alors maintenant, si on dézoome un peu, et si on regarde le modèle économique de l'enseignement supérieur, la relation à l'État, on parle d'abord de désengagement, enfin on pourrait peut-être parler d'engagement. Que la question de la recherche, en particulier la recherche à long terme, que la question de la formation soit largement prise en compte par l'État et que ce soit l'État qui les soutienne, ça fait beaucoup d'argent et c'est le cas depuis longtemps. Il faut s'en rappeler. Alors, est-ce que cet investissement de l'État est suffisant par rapport en particulier à nos compétiteurs internationaux? Est-ce que le système est suffisamment transparent de part et d'autre, parce que les établissements doivent aussi dire comment ils emploient leur argent, s'ils l'emploient de la manière la plus intelligente possible. Il y a sans doute beaucoup à dire. Il y a sans doute un cercle de défiance qui s'est instauré entre l'État et les établissements qui doit être rompu avec, une fois de plus, un dialogue par exemple contractuel, suivi d'une évaluation. Vous voyez là que je repense à des fonctions antérieures qu'il s'agit sans doute de reconstruire. Voilà. On peut parler de confiance. Maintenant, la question conjoncturelle, elle me paraît relativement secondaire. Étienne Perra, vous, comment est-ce que vous percevez l'évolution du financement des établissements publics, en particulier sur les Sciences Po? Ce que je pense, c'est que c'est ce que Thierry Coulon rappelait à l'instant, c'est qu'il y a une difficulté à avoir une analyse qui recouvre l'ensemble des établissements parce qu'il y a un grand nombre de situations. Il y a la question des tutelles auxquelles on est rattaché, et on aurait pu citer d'autres ministères aussi, sur l'agriculture par exemple, qui n'ont pas tout à fait les mêmes politiques. Et puis derrière, il y a des modèles économiques en fait pour les différents types d'universités, de grandes écoles qui sont assez différents. Je dirais que dans les Sciences Po à l'échelle nationale, on a une particularité qui est qu'évidemment on dépend pour une partie qui reste assez significative
tentatives de subventions publiques, mais que dans les dernières années, c'est particulièrement vrai pour les Sciences Po, on dit de région, eh bien, il y a eu un niveau d'investissement de l'État qui n'était pas forcément aussi important que ce qui aurait été nécessaire, et que donc il y a eu un effet de report en partie sur un certain nombre de ressources propres qui ont été développées, et notamment sur la question des frais d'inscription, où à peu près tous les Sciences Po, il y a quelques exceptions qui restent, sont maintenant passés sur des régimes de droit qu'on appelle différenciés ou modulés, qui permettent d'avoir des niveaux variés selon les revenus des étudiantes et étudiants, des familles, ce qui fait qu'aujourd'hui, si je prends juste l'exemple de Sciences Po Lille, les droits d'inscription vont de 0 € pour les étudiantes et étudiants boursiers à 6 400 quand on atteint des revenus familiaux qui sont significatifs. Et évidemment, c'est un élément qui est devenu extrêmement important dans notre modèle de fonctionnement, parce que c'est ce qui nous permet de venir compenser une subvention pour charge de service public qui reste assez modeste et qui, comme le rappelait Thierry, même si elle, à l'heure actuelle, elle ne diminue pas, mais en tout cas, on peut dire qu'elle n'accompagne pas l'inflation et l'augmentation d'un certain nombre de charges. Donc je dirais que ça, c'est peut-être le point qui, quand même, nous distingue dans la sphère des établissements publics d'autres types d'écoles et bien entendu des universités qui n'ont pas les mêmes capacités de moduler leurs revenus, ce qui est quand même une des bases quand on fait un budget, de voir à la fois les sorties, mais aussi les entrées. Mais d'une certaine manière, c'est quand même le désengagement en quelque sorte de l'État qui vous a conduit à organiser cette modulation des frais de scolarité, si je comprends bien. Moi, je pense qu'il faut être précis, c'est-à-dire que si on parle de désengagement, on a vraiment l'impression d'un retrait, d'une diminution. Et comme le disait Thierry tout à l'heure, nous, on n'a pas constaté une diminution. Alors évidemment, il y a bien une forme d'érosion, je pense que c'est ça le terme, et c'est aussi là que c'est important, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est plus qu'un désengagement qui donnerait l'impression de quelque chose de très explicite ou même d'acté, c'est-à-dire qu'à un moment, il peut y avoir des choix politiques de se désengager de telle ou telle action. Une érosion, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que ce n'est pas affiché, c'est plutôt une réalité qu'on constate qui fait que quand il va y avoir des mesures, par exemple, de revalorisation salariale de certaines catégories de personnel, l'État ne va pas forcément accompagner les établissements pour leur permettre de payer des choses qui ont quand même été décidées au niveau central. Donc je pense que c'est plutôt sur ce genre de choses une certaine inconséquence, je me permets de dire ça comme ça, dans les choix publics qui vient peser sur les établissements, au-delà de choses qui relèvent aussi de la responsabilité des établissements. C'est important de le dire. Alice Guillon, la plupart des écoles de management souffrent aujourd'hui sur le plan budgétaire, avec la baisse démographique qui se profile, le recul des financements des CCI, la baisse du soutien à l'apprentissage ou encore des tensions géopolitiques qui peuvent freiner le modèle à l'international. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut compenser tout cela et éviter en quelque sorte la disparition des écoles en bas de classement? Bonne question, si j'avais la recette. Non, nous ne recevons pas de fonds publics, donc c'est une première chose. Et donc il faut qu'on arrive à équilibrer effectivement nos modèles. Nous, ce qu'on demande, et moi j'ai plaidé pour ça pendant des années, c'est qu'on ait un cadre suffisamment clair dans lequel on nous laisse travailler sans changer les règles tous les 2 ou 3 ans. On a besoin de pouvoir établir nos stratégies et nos business models. Alors on le sait tous, par rapport à ce qui se passe en Europe et en France, on est un peu en berne. On va nous chercher évidemment une croissance à l'international. Énormément d'étudiants internationaux souhaitent venir étudier en France. Alors, la contrepartie, c'est que beaucoup d'étudiants français souhaitent étudier à l'international, mais c'est le jeu. Et on peut trouver effectivement en tout cas nous à Schema, c'est ce que nous faisons, des croissances très fortes en affirmant notre modèle d'enseignement supérieur du management un peu à la française et en le faisant rayonner à l'international. Mais ayant dit ça, il faut qu'on puisse travailler sereinement. Et pour travailler sereinement, effectivement, on a l'impression de subir des coups de balancier, voire de rabot. Bon, ça peut être sur l'apprentissage, j'y reviendrai. Il y a une solution qui est effectivement de régler un peu le problème du privé lucratif qui est venu voilà, s'alimenter sur l'apprentissage, souvent au détriment des bonnes écoles qui en font sans leurre pour les étudiants et les familles. Il y a aussi les visas. Aujourd'hui, il y a une grande question sur les visas d'études. Alors, on met tout le monde dans le même sac en disant ah oui, c'est une filière d'immigration, donc c'est pas bien, il faut plus donner de visa. Je pense qu'au contraire, et on l'avait vu pendant le Covid sous le ministère de Frédérique Vidal, le fait de pouvoir continuer d'attirer des bons étudiants internationaux, chez nous en tout cas, dont on sait que s'ils viennent, puisqu'ils payent des frais de scolarité très élevés,
sont pas des gens qu'on va retrouver dans la nature, mais au contraire, qui rentrent chez eux et qui nous permettent de faire des ponts avec les entreprises des pays dans lesquels ils sont. Donc c'est un cercle qui est très vertueux. Là aussi, il faut qu'il y ait un moment donné on puisse séparer un peu le bon grain de l'ivraie en se disant bon, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Donc nous, on aspire à une chose, c'est pouvoir travailler tranquillement avec nos modèles. Effectivement, sur les 30 écoles de la CDEFM, certaines souffrent beaucoup parce qu'elles ne sont pas armées pour aller à l'international. Elles ont beaucoup investi sur l'apprentissage. Et donc, effectivement, là, pour elles, il n'y a pas énormément de solutions à part que le ministère nous aide à réguler ce marché qui était devenu complètement fou. Et je rappelle toujours qu'en France, c'est le seul pays dans lequel on peut en 2 minutes ouvrir une école. Alors nous, on est dans 7 pays différents. On ne peut pas ouvrir une école aussi facilement dans les autres pays. Voilà. Donc je pense que nous, c'est plutôt pour cela que nous plaidons. On a le sentiment que les écoles de management étendent un peu leur champ d'expertise. Vous avez lancé une école de la professionnalisation au sein de Schema, Audencia lance une école de la géopolitique, le MIO une école de la tech school, une sorte d'école d'ingénierie. Est-ce que c'est un mal nécessaire pour tenir et garantir une croissance malgré tout? Non, c'est au contraire une opportunité extraordinaire de montrer que des écoles très qualitatives, donc avec tous nos programmes visés gradés, toutes les accréditations internationales, on peut aussi contribuer à l'évolution et à la transformation de la société, pas seulement qu'avec du bac+5. Donc l'idée de dire pourquoi laisser à des officines qui finalement délivrent des certificats ou en tout cas viennent utiliser la manne de l'apprentissage sur ces marchés-là et finalement ne jouent pas le jeu avec les entreprises. Nous, on a véritablement une carte à jouer en disant on vient former des bons étudiants avec des diplômes pour plutôt un marché en tension, là où on disait toujours, vous vous souvenez quand on avait fait la première réflexion sur ce qu'on a appelé le privé lucratif, on parlait d'écoles professionnalisantes, comme si vos écoles ou la mienne, nous, on créait des gens, finalement, on formait des gens qui ne soient pas des professionnels. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment continuer notre travail aussi pour donner des compétences à des entreprises qui ont besoin de talents, pas seulement à bac+5. Donc je pense que c'est une opportunité très importante de montrer qu'on peut être qualitatif et de continuer à faire sereinement notre mission, notre mission qui est celle de transformer la société. Étienne Perra, je me rappelle, Régis Bordet disait que pour 1 euro investi en Île-de-France dans les universités, à Paris, ce n'était pas forcément compensé, en tout cas le même montant qui était investi en région. Est-ce que vous subissez ce constat dans les Sciences Po, entre Sciences Po Paris et les Sciences Po dites de région? Je pense que c'est un constat qui existe de manière générale. Je dirais que la difficulté, c'est pas simplement de le faire, puisque chacun a aussi des statistiques en sa faveur. Et je ne doute pas que même à l'Institut Polytechnique de Paris, si on le voulait, on pourrait trouver des éléments qui montreraient que sur tel ou tel point, il y a une situation qui peut être moins favorisée qu'ailleurs. Je pense que la question, c'est aussi de se dire concrètement qu'est-ce qu'on en tire comme politique publique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où chacun considère qu'il a un désavantage par rapport à l'ensemble des autres établissements de France, et qu'est-ce que dans une situation où très pratiquement on sait bien qu'il y a une pénurie d'argent public et de soutien de la part de l'État, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il est assez évident que aussi bien si on se place, comme vous citiez le président de l'Université de Lille, sur le plan des universités que sur le plan des écoles publiques, il y a des différentiels qui d'ailleurs sont liés autant, je dirais, à l'histoire qu'à la géographie. C'est pas que Paris contre le reste de la France sur un plan géographique, c'est aussi que les générations de création d'institutions ne sont pas les mêmes. Très clairement, Sciences Po Lille, des dernières victoires de Pierre Mauroy au moment du plan qui s'appelait Université 2000, eh bien le plan Université 2000 a créé des établissements sans que les moyens notamment humains, qui ont accompagné la création de ces établissements, soient aussi importants que ceux qui existaient dans des institutions bien plus anciennes, où il y avait eu une forme de sédimentation des moyens humains, financiers apportés. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il peut y avoir des questions un petit peu de correction de trajectoire, des questions de péréquation, mais je pense qu'on voit bien que même quand il y a des corrections, ça restera toujours sur des aspects un petit peu marginaux, et que je ne pense pas qu'un grand soir des moyens humains ou financiers soit à l'horizon. Thierry Coulhon, au regard de certaines évolutions, on a longuement parlé de la suppression du HCERS,
Il y a des universités comme Sorbonne Université qui ferment une école de psychomotricité, l'école des mines de Saint-Étienne qui annonce réduire la voilure sur la taille de ses promotions. Ils n'augmenteront plus le nombre d'ingénieurs alors qu'on est aujourd'hui en situation de pénurie. Est-ce que ça vous inquiète, cette situation un peu de difficulté qu'on sent et qui amènera certainement à d'autres fermetures? Ce jeu qui consiste à dire « j'arrête de respirer parce que je me sens maltraité », enfin, écoutez, il est ridicule. Ça fait des années qu'on a eu, il y a assez longtemps, à Orsay, il y a eu l'histoire de « j'arrête le chauffage ». Bon, c'est extrêmement drôle, mais c'est assez infantile. Donc, revenons sur la question du désengagement de l'État. Il faudrait peut-être arrêter de parler de désengagement, sinon les Français et les étudiants vont finir par y croire. L'État est engagé, il est engagé fortement, lourdement, depuis des années. Ensuite, il peut y avoir des difficultés conjoncturelles. Je vais prendre 3 exemples. Vous avez parlé de baisse du soutien à l'apprentissage. Attendez, si je me souviens bien, il y a eu une énorme augmentation du soutien à l'apprentissage, mais énorme. Vous allez peut-être s'en souvenir. C'est pas de ça qu'on parle, on parle de la baisse locale. Deuxième exemple, les investissements d'avenir. Je trouve que j'ai un souvenir assez vif de cette question-là. Vous avez à Bordeaux, à Marseille, à Strasbourg, dans le paysage parisien, à Sorbonne Université, à PSL, à Saclay, vous avez des initiatives d'excellence, vous avez aussi des e-sites à Nancy, à Montpellier. Il y a une dotation importante qui arrive chaque année dans ces universités. Enfin, je sais bien que gâteau avalé n'a plus de goût, mais enfin, il faut peut-être se souvenir de ça aussi et se demander si cet effort collectif, cet effort de la société et de l'État a produit des effets au niveau escompté. Alors, il a certainement produit des effets. J'appartiens à une génération à qui, si on avait dit, tu sais, à Aix-Marseille, il y aura une seule université, on aurait douté il y a quelques années. Bon, il y a dans les métropoles de province des universités fortes qui peuvent jouer au niveau européen. Dans le paysage parisien, il a commencé à se structurer. Il ne se serait pas structuré sans cet effort-là. L'université Paris-Saclay n'avait aucune chance d'exister, etc., etc. Bien, ça n'interdit pas, une fois de plus, d'être critique, de se poser un certain nombre de questions. Étienne disait, il n'y a pas besoin de grand soir. Je ne suis pas certain qu'il y ait besoin de grand soir. Je pense néanmoins que le système d'allocation des moyens des universités, il est devenu un petit peu... il a été modifié par incréments successifs. Il mériterait d'être mis à plat et de se demander s'il y a une équité, une optimisation de tout ça. Je vais prendre un 3e exemple. Bienvenue en France. Bon, on est dans un système qui est largement financé par l'impôt. Non pas par l'étudiant, parce que les droits sont extrêmement faibles, peut-être pas l'oublier non plus, et il est financé par l'impôt. À un moment donné, il a été question de se dire on a besoin d'étudiants étrangers. L'année universitaire, en gros, on ne l'a jamais dit à personne, mais l'année universitaire, en gros, elle coûte 10 000 €. C'est remarquable d'avoir des étudiants étrangers. Ça a des externalités positives, enfin, s'ils sont de qualité. S'ils sont de qualité. Ça a des externalités positives extrêmement fortes. C'est-à-dire, ça fait du bien à tout le monde. Et donc, les amis, on va vous en payer les 2 tiers. Si vous vouliez bien trouver, lorsque vous avez des revenus suffisants, le tiers restant, ben, ce serait pas mal, parce que vous voyez, les autres, ils payent par l'impôt. Donc vous, enfants de la bourgeoisie chinoise, qui si vous voulez, vous portez plutôt bien, si vous vouliez contribuer, ce serait sympa. Bon, cette réforme n'a pas été complètement mise en œuvre, et en particulier, je veux dire, je suis en grande sympathie avec mes camarades présidents d'université, mais enfin, c'est une ressource qu'ils ne sont pas allés chercher. De la même manière, l'apprentissage non plus. Il y a des ressources importantes. Donc voilà, il y a un effort de transparence à faire par tous. Mais je pense que cette chanson doloriste sur le désengagement de l'État n'aide pas à comprendre les différences de situation, le fait que chacun doit accomplir sa mission de la meilleure manière possible et se demander une fois de plus tous les jours si ce qu'il apporte à la société, aux étudiants, à la recherche, à l'innovation est au niveau de la confiance que lui fait l'État. Et peut-être est-ce qu'il ferait une confiance encore plus grande si cet effort d'auto-examen était mené. En tant qu'ancien président du HCERS, est-ce que quand on regarde les économies qui sont recherchées d'aller tout de suite supprimer cette organisation, est-ce que vous pensiez que c'était la priorité? Non, mais ça c'est très drôle, si vous voulez. On peut avoir
des visions du monde, des visions politiques différentes. C'est le charme de la démocratie, c'est très bien. Mais il faut quand même être cohérent. Ça, c'est le minimum. Pour se parler, pour mener des raisonnements et des argumentations, il vaut mieux être cohérent, sinon, alors tout le monde ne l'est pas dans le monde d'aujourd'hui, on le voit, mais essayons de l'être. Donc, quand on vous dit l'évaluation en France est bureaucratique et elle est chère, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si elle est un peu chère, c'est-à-dire de mon temps, c'était 18 millions, je crois que c'est monté à 20, et puis il est question que ça redescende un petit peu. Moi, je ne suis pas tout à fait favorable. En Grande-Bretagne, le système d'évaluation coûte 180 millions d'euros. Alors, cher, ça se discute. Si l'évaluation permet, comme on l'a fait il y a quelques années, de produire un rapport extrêmement précis, à la fois respectueux, mais comment dire, fin du CNRS, 3,4 milliards d'euros de budget, ça vaut le coup. Hein. Si on peut, toute la discussion qu'on est en train d'avoir depuis un moment, si on peut avoir une vision claire de ce que fait Sciences Po Lille et de s'il ne mériterait pas un effort, moyennant quoi Étienne s'engagerait volontiers, je pense, à un certain nombre d'objectifs, etc. Si le regard que portait le HCERES sur l'ensemble du système permet d'avoir cette lucidité, ça vaut bien 18 millions d'euros. Mais alors pourquoi c'est un peu cher? Parce que 18 millions d'euros, c'est vrai que c'est pas très cher, mais c'est un peu cher, parce que ça permettrait d'ouvrir un certain nombre de places en première année. Mais si c'est un peu cher, c'est parce que c'est pas bureaucratique, c'est-à-dire qu'il y a 4000 experts chaque année qui évaluent, et donc les uns et les autres sont tantôt évaluateurs, tantôt évalués, et que c'est une évaluation par les pairs, donc il y a une contradiction totale. Alors maintenant, si on reprend le fil d'Alice tout à l'heure, et qu'on se souvient que les mêmes forces politiques, à juste titre, souhaitent qu'on évalue le privé, parce qu'il y a eu effectivement du côté du privé non lucratif quelques abus, le moment où on casse le thermomètre du public tout en demandant à ce qu'il soit étendu au privé, là on ne sait plus très bien où on en est. Donc moi je suis de ceux qui défendent les institutions, et avoir une institution d'évaluation comme dans tous les pays, dans les grands pays scientifiques, ça me paraît ça. Par ailleurs, il y a un point que personne n'a vu, qui est que le HCERES évalue les formations. Alors ça, en Europe, vous avez beaucoup d'évaluations d'assurance qualité de la formation. Ça, c'est pas une originalité. Mais en revanche, il évalue la recherche et il évalue les établissements. Et en cela, il se distingue de pas mal d'agences européennes. Donc, on ne le sait pas, mais on était plutôt en avance. Alice Guillon, concernant l'apprentissage, on entendait le propos de Thierry Coulon qui disait qu'il y avait eu un gros boom et maintenant, peut-être, on réduit un peu la voilure. Mais en observant cette baisse des financements et le reste à charge pour les entreprises, est-ce qu'on est en train de fragiliser un système pour lequel la plupart des écoles de management s'étaient quand même bien organisées Alors, premièrement, je suis tout à fait alignée avec ce que dit Thierry. C'est malheureux, mais chaque fois on tombe toujours d'accord. On n'aura pas de débat très contradictoire, mais je suis absolument d'accord avec ce qu'il dit. Je suis aussi d'accord quand il dit ça a beaucoup augmenté pour l'apprentissage. Il y a eu un effort qui est colossal qui a été fait, qui malheureusement, parce qu'on le sait aujourd'hui quand on a fait notre étude avec le ministère sur la régulation de ce fameux privé professionnalisant ou lucratif, qui malheureusement a bénéficié à beaucoup de monde, mais pas nécessairement que aux écoles de management. Thierry l'a dit, peut-être que les universités auraient dû s'engouffrer plus rapidement là aussi dans ce système-là. C'était une opportunité incroyable. Malheureusement, on a vu arriver des acteurs qui finalement, et c'est malheureux à dire, sont venus, ont récupéré la manne et maintenant vont repartir. Parce qu'eux, ils vont repartir sans aucun problème, aller dans un autre secteur, là où finalement ça sera aidé et ils pourront aussi faire leur... Bon. Donc je pense que il faut maintenir l'apprentissage, c'est fondamental, on le voit, chez nous, à Schema, on a beaucoup d'apprentis. Alors c'est une petite partie par rapport aux 12 000 étudiants de l'école, mais malgré tout, c'est un système qui est extrêmement vertueux. Ça fonctionne très bien, ça permet de resserrer des liens très forts avec les entreprises, d'avoir des externalités positives. Et on a des étudiants qui peuvent venir avec des conditions, on va dire, sociales plus défavorables par rapport à d'autres et qui trouvent là le moyen de suivre des études dans des écoles de très bon renom et qui trouvent directement un emploi. Donc c'est vraiment très vertueux. Donc ça, il ne faut pas le casser, je pense. Mais c'est pour ça que moi, plutôt de dire non, ne diminuez pas, pitié, ok, diminuez, mais régulez dans le même temps pour faire en sorte que
ce soit des écoles reconnues par le ministère, évaluées par la CERES, qui ont des visas et des grades, qui pourront effectivement continuer de travailler sereinement avec des apprentis de bonne qualité. Mais absolument réguler les 500 ou 600 officines qui viennent délivrer alors des RNCP pour la plupart, qu'elles ont louées par ailleurs à d'autres écoles. Enfin, c'est un peu monstrueux le système tel qu'il est aujourd'hui. Donc oui, je suis très alignée sur la première partie de ce que disait Thierry. Moi, ça ne nous dérange pas qu'on revienne à des niveaux de financement de l'apprentissage plus raisonnables, mais que ce soit les établissements de grande qualité qui en bénéficient. Est-ce qu'on n'a pas pour autant baissé l'acceptabilité à payer des jeunes? C'est-à-dire que depuis 3-4 ans, les jeunes ne payent plus leur master grande école. En tout cas, quand ils font de l'apprentissage, ça arrive très régulièrement que le M1, le M2 est pris en charge dans le cadre d'apprentissage. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on va aller leur dire il y a du reste à charge, le nombre de contrats d'alternance a baissé, ça va être plus difficile pour vous d'aller chercher justement ces jeunes? Alors, nous, on pousse aussi, hein, avec, à la CDEFM, on avait fait une petite tribune avec, à l'époque où j'étais présidente et Vincenzo Vinci était vice-président, on avait fait une tribune en disant: «Nous, on a beaucoup de familles», et c'est un peu ce que vous faites, à Sciences Po, je trouve ça très bien, qui disent: «Mais nous, on est prêt à payer un tiers». Aussi ce que disait Étienne, on est prêt à payer un tiers. Si nos enfants sont en apprentissage, on peut en prendre une grande partie pour nous et effectivement, il faut laisser aux étudiants boursiers une totale gratuité. Mais ça, il y a même pas une question. Mais cette flexibilité permettrait aux familles de pouvoir finalement participer un petit peu, s'ils le souhaitent, et de continuer de développer les formations par apprentissage qui sont un atout, encore une fois, considérable et pour les entreprises et pour les étudiants. Et donc, c'est un système qui serait très vertueux. Et là, on ne comprend pas dans la discussion, on ne comprend pas pourquoi on est devant un mur, hein, où on nous dit: «Ah non, non, l'apprentissage, ça doit être gratuit, ça doit être gratuit». Mais non, mais moduler les frais de scolarité et il y aura aucun problème et tout le monde sera très content. Évidemment, on continue de supporter pleinement les étudiants en difficulté ou les étudiants boursiers, il n'y a pas de question. Étienne Perra, justement, quel bilan vous dressez de la modulation des frais de scolarité? Et parfois, un des reproches qui est mis en avant par les syndicats, c'est les effets de seuil. Alors les effets de seuil sont une vraie question. Je dirais que sur le bilan global, ça rejoint ce que disait Alice à l'instant. Nous, on est satisfait. On pense que c'est quelque chose qui est assez juste et qui permet de dégager des ressources pour un établissement. Très clairement, si on n'avait pas les recettes qui sont apportées par les droits modulés, on ne pourrait pas fonctionner comme on fonctionne. Donc je pense que ce qui est important, c'est d'expliquer à quoi servent les droits modulés. Et évidemment, derrière, il y a l'utilisation des ressources qui vont être apportées par ces droits pour expliquer, je pense que Thierry le disait tout à l'heure, que notre engagement, c'est de savoir si notre établissement tourne bien, si on arrive à faire nos activités de formation, de recherche, de vie étudiante et de campus, puisque c'est aussi quelque chose d'important, d'accompagnement maintenant parfois presque aussi sur le plan individuel, parfois de la santé, sur tout un tas d'aspects qui contribuent aussi à ce qu'est la responsabilité des établissements. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être vraiment clair sur la manière dont l'engagement qui peut être celui des familles, des étudiants, va se traduire dans un haut niveau de service qui est apporté dans l'établissement. Donc évidemment, on est dans des établissements, en plus les Sciences Po, où tout le monde a un avis sur tout et où on discute forcément de chaque sujet. Donc si on parle droit modulé comme toute autre question, il y aura des débats très, très vifs. Après, moi je trouve que c'est justement intéressant, c'est que ce dont on manque parfois dans les établissements d'enseignement supérieur, c'est une vraie réflexion un peu transversale sur les modèles qui permettent de bien fonctionner. De ce point de vue-là, je ne me plains pas, nous avons ces débats dans nos conseils d'administration, dans notre vie interne, et je pense que c'est plutôt sain pour confronter les opinions qui peuvent exister. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez recours aux fonds privés pour financer une partie de la croissance au sein de Sciences Po Lille? Et si oui, dans quelle mesure l'aménager pour éviter que ça puisse avoir des répercussions sur la liberté académique, par exemple? Les fonds privés, pour nous, ils interviennent à la fois sur les dispositifs d'apprentissage dont on parlait, ce qui est évidemment un élément important. Et puis après, ils vont intervenir plutôt par des soutiens plus ponctuels qui sont plutôt sur des actions qu'on mène, par exemple sur nos programmes de démocratisation qui sont toujours des choses assez complexes et sur lesquelles on n'a pas forcément de soutien public suffisant, même si les collectivités souvent accompagnent au niveau des départements, des régions. On voit bien qu'aller chercher du mécénat complémentaire, c'est quelque chose d'important, et c'est vrai que par exemple sur des questions aussi centrales que la mobilité des collégiens, des lycéens avec lesquels on va travailler, qui dans notre cas peuvent venir de toute la
la région Hauts-de-France et avec un travail en réseau avec les autres Sciences Po, il y a des questions très concrètes sur le coût. Quand on veut faire venir quelqu'un de la côte du Pas-de-Calais, de l'Aisne, à Lille ou dans telle ou telle ville, évidemment ça coûte. Et donc c'est vrai qu'aller chercher des soutiens privés sur ce genre de choses, ça me semble tout à fait légitime. Et je pense que souvent ça rencontre aussi le souhait de certaines entreprises ou de certaines fondations de s'investir dans des causes éducatives au service de la société. Thierry Coulon, l'Institut Polytechnique de Paris connaît une situation stable, trajectoire favorable. Vous avez perçu 70 millions d'euros dans le cadre de l'appel à projet Cluster IA. Est-ce que ces appels à projets, d'une part, suffisent pour financer l'innovation et rester dans la course, d'une part, et est-ce que ça ne crée pas, de l'autre côté, un enseignement supérieur à 2 vitesses entre les lauréats et les non-lauréats? Alors j'aime beaucoup cette expression d'enseignement supérieur à 2 vitesses. Ça fait partie avec le désengagement de l'État, des chansons qu'on chante depuis des années. Et alors ça nous rassure sur le chemin, on chante l'histoire de l'enseignement supérieur à 2 vitesses. Bon, alors je vais vous dire un grand secret que absolument personne ne sait, c'est qu'il y avait des différences depuis toujours de financement entre certaines grandes universités parisiennes et d'autres, et puis au sein des universités de province, et puis etc. etc. Bon, il y a des différences de financement. Il y a aussi, paraît-il, quelques différences de qualité. Alors, vous posez plusieurs questions. Il y a la question de savoir si le soutien de l'État et le soutien du privé suffit pour rester dans la compétition dans un certain nombre de secteurs extrêmement, d'actualité, importants, stratégiques, comme l'intelligence artificielle. Bon. Il y a la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a trop d'appels à projets ou pas assez? Est-ce qu'on va trop dans les appels à projets? Et puis, il y a la question, une fois de plus, du modèle économique global de l'Institut Polytechnique de Paris, par exemple. Nous, c'est quoi? C'est 430 millions d'euros, mais on oublie les contributions des organismes de recherche qui sont extrêmement importantes. Parce que souvent, dans un certain nombre de comptes, on oublie la masse salariale. C'est dommage. Bon, il y a beaucoup de chercheurs du CNRS, de l'INSERM, d'INRIA qui sont chez nous. Donc, on dépasse largement les 500 millions d'euros. C'est curieux parce qu'en France, on n'aime pas bien dire qu'on a de l'argent. Enfin, vous savez, donc moi, j'ai pas honte de dire, parce que je pense que ces crédits-là, on les mérite et on peut mettre en face des formations extraordinaires, des alumni qui sont partout dans les grands groupes, qui fondent des startups, en intelligence artificielle, en quantique, etc. Donc cet argent, je pense qu'on le mérite. Maintenant, deuxième question, y a-t-il trop d'appels à projets? Là, je dézoome un petit peu, je repense à des fonctions antérieures. C'est vrai qu'on y est peut-être allé un peu fort. C'était absolument nécessaire de dire l'argent, ça va se chercher, ou du moins ça se justifie, c'est de l'argent public. Enfin, l'argent qu'Alice va chercher ou que les écoles similaires à Schema vont chercher, eh bien, il est justifié d'une certaine manière par la qualité, parce qu'elles vont chercher chez l'usager. L'argent public, ça doit se justifier aussi. Et là, les grandes vagues d'appels à projets structurants, me semble-t-il, ont aidé le système à progresser. Alors maintenant, il y a sans doute trop d'appels à projets pour de trop petites sommes, et il va falloir faire attention à ça dans les années qui viennent. Maintenant, si la question, on célèbre bientôt les 20 ans de l'ANR, est-ce que l'ANR et ses appels à projets ont permis à l'ensemble du système de progresser? Oui, sans doute. En particulier, en sciences humaines et sociales, ils ont eu de l'argent dont ils n'avaient jamais vu la couleur, parce que les petits camarades des sciences dures le gardaient soigneusement. Bien. Alors maintenant, je viens sur l'autre question, qui est sur l'intelligence artificielle, par exemple. Est-ce qu'on est à la maille? Alors, à nouveau, prenons ce qu'on fait à l'Institut Polytechnique de Paris. On a fait un centre interdisciplinaire avec HEC. D'abord, c'est une bonne idée d'avoir des écoles d'ingénieurs de tout premier rang, avec une école de business de tout premier rang aussi, et de se demander, de faire de l'intelligence artificielle, qui sont des maths, des stats, de l'informatique, mais de se demander quel effet ça a sur la société, quel effet ça a sur le travail, quel effet ça a sur l'économie. Donc, on est plutôt bien positionné en faisant ça avec HEC. Comment on a démarré? Eh bien, avec le soutien de 7 compagnies françaises qui ont mis 1 million d'euros par an, chacune, pendant 3 ans. C'est beaucoup d'argent aussi. À l'échelle, évidemment, internationale, c'est pas beaucoup. Ça fait rigoler nos camarades des US qui rigolent moins pour d'autres raisons ces temps-ci. Mais à l'échelle française, c'est très très bien. Ça nous a permis de s'armer, de travailler et de gagner la confiance de l'État avec l'appel à projet IA Cluster et 70 millions d'euros sur 5 ans. Alors, je peux
je peux vous dire, ah, mais c'est pas assez, regardez aux États-Unis, regardez à l'EPFL, regardez, etc. Mais là aussi, je ne vais pas avoir l'impudeur de commencer comme ça. Je vais vous dire, avec 70 millions d'euros, je me sens une responsabilité extrêmement forte, qui est-ce qu'on est capable de recruter les meilleurs? Est-ce qu'on est capable d'avoir une intelligence artificielle souveraine au niveau européen, parce qu'il y a une dimension géopolitique qui n'échappe à personne. Et la réponse, c'est que je vais d'abord me préoccuper, on va se préoccuper de mériter ces 70 millions d'euros et de revenir vous voir avec des effets. Alors là, on a lancé des recrutements et c'est plutôt bien. Et puis, en matière d'innovation, on va essayer de mettre sur la table des effets concrets. Donc la réponse est plutôt oui. Et puis avec ça, on pourra se demander, dans le cadre des débats budgétaires futurs, si on est en capacité d'investir. Quelque chose me dit que on reboucle avec des questions qui ont déjà été évoquées. Ça sera plutôt aussi des fonds privés qui devront revenir. Parce que d'une certaine manière, nous, on est ravis de contribuer à l'économie, on est ravis de former les meilleures cervelles et puis que l'innovation sorte de nos labos, etc., etc. Enfin, la recherche, c'est l'État qui la finance très largement parce que lui seul peut prendre les risques, lui seul peut être dans le long terme, mais à un moment donné, à qui ça profite? Bon, donc il est naturel et sain. Et ça se fait dans tous les grands pays scientifiques du monde sans que la liberté académique soit affectée. Il est naturel et sain qu'il y ait un retour. Alors nous, il se trouve qu'on est un peu en avance là-dessus. C'est-à-dire qu'on a le privilège, pour des raisons historiques qui sont assez claires, que les entreprises soient assez prônes à nous soutenir. Bon, eh bien, montrons l'exemple, et je pense que d'une certaine manière, l'équilibre économique du système peut changer favorablement de cette manière-là. Même question un peu différente pour vous, Alice Guillon. On a le sentiment qu'il y a un peu un enseignement supérieur, en tout cas des écoles de management à deux vitesses, avec des grandes structures multicampus partout dans le monde, et d'autres qui se régionalisent, qui vont être sur une ville, deux villes, voilà, des écoles de région. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est votre sentiment aussi? Oui, moi, je ne pense pas que tout le monde doit avoir la même stratégie, le même modèle. Et voilà, ça dépend effectivement de l'histoire. Alors là, ça, c'est un cours de stratégie, hein, ça dépend de l'histoire et des racines. Ça dépend des stratégies qu'on veut ou pas mettre en œuvre. Est-ce qu'on veut être un acteur plutôt local, plutôt régional, national ou international? Et là, je ne pense pas qu'il faille dire aux écoles de management, tout le monde est sur le même modèle. Au contraire, il faut que chacune décide d'avoir voilà, son prisme et son rôle. Et je pense que c'est pas plus dégradant de dire je veux un rôle national, régional, plus enraciné avec les acteurs locaux, les entreprises, les universités, avec une vraie politique de site qui a du sens pour l'accompagnement du développement du territoire, et puis d'avoir quelques grands acteurs qui font la réputation internationale de notre enseignement, parce qu'ils auront créé cette trajectoire. Et nous, en 2009, quand on a créé Schema, c'était pour devenir cet acteur-là. Mais ça ne nous empêche pas d'être enracinés dans nos territoires, mais malgré tout, c'est plutôt la quête de l'international et ce modèle mondial qui nous plaît. Mais ça ne veut pas dire que les autres modèles sont mauvais. Ça veut dire que chacun doit trouver son modèle stratégique, ses financements, puisque nous, alors évidemment, nous n'avons aucun financement public, mais alors là, je suis entièrement d'accord à nouveau avec ce que dit Thierry. Tout ce que nous faisons rayonne et apporte aux territoires et aux entreprises. Et à un moment donné, de remettre effectivement les entreprises dans le dialogue avec nous, alors pas nécessairement pour leur dire « donnez-nous de l'argent, vous ne saurez pas ce que nous en faisons », mais travaillons sur des projets ensemble et regardons les effets de ces projets-là à long terme. Je pense que c'est le bon modèle. Ensuite, pour revenir sur le financement, Thibaut, vous avez posé la question à Thierry, et j'imagine que ça va venir, c'est est-ce qu'on doit avoir recours à des fonds privés? Moi, j'ai toujours dit dans nos modèles, toutes les entreprises du monde et celles qui sont très successful ont recours à un moment donné à du financement de la croissance. Ça ne veut pas dire de se vendre, hein, je le dis et je le redis, parce qu'on m'accuse de vouloir vendre l'école depuis que j'ai dit il y a 3 ans que je m'autorisais à potentiellement faire entrer un fonds dans Schema. Mais à un moment donné, se dire on a
on a une croissance très forte à devoir soutenir. On ne peut pas tout seul, alors soit on peut fusionner, ça c'est un modèle stratégique aussi, mais on peut avoir recours à un moment donné à un financement privé. Et puis, ça ne veut pas dire que les gens vont rester ad vitam aeternam, ils peuvent ressortir. Et je pense que ça fait partie des modèles aussi qui permettront, qu'on soit régional, national ou international, de pouvoir à un moment donné accompagner la croissance, comme ça se fait, je rappelle, dans tous les secteurs, et notamment quand des licornes ou des startups lèvent des centaines de millions d'euros avec des fonds étrangers, tout le monde dit bravo, c'est magnifique, mais quand une école dit oh ben tiens, je vais recourir à 40 millions en disant mais c'est scandaleux, vous faites rentrer le privé dans votre école, c'est monstrueux. Donc, je pense que là, il faut aussi reposer un peu le débat et se dire quel modèle souhaitons-nous avoir? Et je pars du principe que tous les modèles ne peuvent pas être réplicables. Il faut que chacun décide en fonction de son histoire, de sa stratégie et puis des gens, de son équipe dirigeante aussi, hein, ça repose beaucoup sur les individus. Merci Alice. Avant de passer à la deuxième partie de notre échange qui sera consacrée au privé lucratif et à la régulation, même si on a un petit peu embrayé sur le sujet, Étienne Perras, j'avais une question pour vous. Depuis 1 an et demi, on a un contexte d'instabilité politique. Est-ce que pour vous, actuellement, en tant que directeur de Sciences Po Lille, une potentielle censure, le fait de ne pas avoir un budget, une dissolution, est-ce que ça change votre façon de gérer l'établissement? Est-ce que ça peut avoir un impact? Je pense que en ce qui concerne les aspects de pilotage, de gestion, tous les établissements du côté du public peuvent avoir potentiellement les mêmes impacts. Nous, ce qui nous impacte un peu plus directement, c'est la question des répercussions. Comme je le disais tout à l'heure, on a évidemment, et c'est bien logique, des étudiantes et étudiants qui nous rejoignent aussi parce qu'ils sont intéressés par toutes les questions de vie politique, sociale, économique. Et donc c'est vrai que souvent, on le voit bien, notamment dans les débats qui sont organisés, dans les conférences, dans les cours, la question de l'environnement général peut avoir, selon les typologies d'établissements, pas tout à fait le même impact dans une école d'ingénieurs, dans une école de commerce ou dans un institut d'études politiques. Moi, ce qui me frappe à l'heure actuelle, c'est peut-être plutôt que, y compris chez des jeunes qui sont très intéressés par ces questions, la situation actuelle suscite quand même, je ne sais pas si c'est entre la consternation, le désarroi, et au fond, on aurait pu s'attendre aussi à ce que ce contexte de rentrée débouche sur des mobilisations. Il y a quand même eu pas mal de slogans qui ont été avancés. À la fin, il n'y a pas eu énormément de choses. Et donc je pense que c'est aussi quelque chose qui doit nous interroger, de se dire si même la jeunesse a l'air de considérer que bon, il n'y a pas grand-chose à faire, qu'on ne sait pas très bien comment aujourd'hui se mobiliser, s'engager. Je pense que collectivement, même si à court terme on peut se dire ouf, c'est calme, il n'y a pas de problème, mais à moyen terme, je ne suis pas sûr que ça soit très rassurant d'avoir l'impression que même les jeunes se disent on ne sait pas si ça vaut la peine de faire des choses dans ce pays, que ce soit dans le public, dans le privé, à tous les niveaux d'engagement individuel ou collectif. Thierry Coulomb, sur ce sujet. L'instabilité politique, comment dire? Alors d'abord, on est quand même dans un pays assez extraordinairement angoissé et qui découvre que la démocratie, ça consiste à débattre et à faire des compromis. La belle affaire. Si vous voulez, j'ai une anecdote qui m'a frappé, c'est que je vais en Allemagne l'an dernier pour Falling Walls. Falling Walls, c'est un sommet scientifique qui se tient tous les ans au moment de la chute du mur de Berlin et qui dit comment on peut casser les murs, comment la science peut aider à attaquer les grands défis. Bon, c'est extrêmement intéressant. Et ça se passe donc en novembre, et en novembre 24, je ne sais plus très bien où on en est, on doit en être dans Barnier, etc. Et je pars de France en me disant, la France, pays compliqué, grande instabilité politique. Bon, on arrive à Berlin, on voit l'ambassadeur, etc. La coalition venait d'exploser. Bon, Friedrich Merz, c'était Scholz, et c'était encore Scholz, et le libéral venait de sortir. Bon, il y avait déjà une alliance politique qui était assez compliquée, assez difficile à suivre. Il y avait un acteur un peu erratique, une coalition qui venait d'exploser. Et alors, quand vous parlez de la France, pays compliqué, allez en Allemagne. D'accord ? Bon, donc, il y a un destin global des démocraties, il y a une stabilité des institutions, quoi qu'on en dise, et arrêtons de nous imaginer que demain, le ciel va nous tomber sur la tête. Je sais que dans ce pays, c'est longtemps qu'on pense que le ciel va nous tomber sur la tête. Mais en revanche, dans les entreprises qu'on essaye de mener les uns et les autres, dans des modalités différentes, le fait d'avoir, en ce qui me concerne, une forme d'impulsion politique, c'est-à-dire on veut faire de grands champions internationaux, on n'y est pas. Le MIT, le PFL, le Caltech, le Technion, c'est dans cette cour-là que vous jouez, et vous avez de grandes qualités, mais vous n'y êtes pas tout à fait. Voilà la règle du jeu. Avoir une espèce de stabilité
et elle existe d'une certaine manière, parce que du quinquennat Sarkozy au quinquennat Hollande et au quinquennat Macron, les initiatives d'excellence, elles ont perduré. Et la volonté de créer des grands champions internationaux, elle a perduré. On est peut-être dans un moment de mou. Bon, ça peut nous inquiéter quelques instants, mais ce n'est pas dramatique. Et je pense que chacun dans leur compartiment, mes camarades ont besoin, Alice l'a dit, d'une stabilité, d'une clarté, d'une transparence. Bon, elle existe au fond parce que dans ce pays, il y a toujours un peu plus de continuité qu'on ne l'imagine. Mais effectivement, on ne pourrait pas se plaindre d'un peu de stabilité dans les règles et dans les normes. Allez-y, sur le sujet de si l'instabilité politique a un impact sur Schema. Bon, sur tout ce qui est budget, etc., vous l'avez compris, nous ne sommes pas impactés. En revanche, encore une fois, et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, dans l'enseignement supérieur, il faut qu'on puisse travailler sereinement. C'est-à-dire que les profs ont besoin de sérénité, les chercheurs ont besoin de sérénité. On a besoin de ponts à l'international, on a besoin d'avoir une richesse d'étudiants différents au niveau de nos enseignements. On a besoin d'un certain nombre de critères pour que ça fonctionne bien et qu'effectivement on puisse faire partie des grands champions. Et alors encore une fois, on a les moyens de le faire, hein, vraiment. J'allais dire, on a tous les moyens, en tout cas, si on n'a pas les ressources financières complètement, mais on peut les trouver par ailleurs, on a tous les moyens de le faire. Donc nous, on est plutôt assez, positif sur le fait de pouvoir continuer. Prenez le dernier classement du Financial Times. Alors on nous dit, ah oui, mais c'est les classements. Oui, mais prenez les derniers classements du Financial Times. Les 30 écoles de management sont classées. Vous prenez le Master de Finance, vous prenez le Master in Management, vous prenez le Global Executive MBA qui est sorti lundi. Tout le monde est classé. Donc on a une performance extraordinaire. D'ailleurs, jamais personne ne nous félicite, hein, au passage. On n'a jamais reçu un coup de fil de qui que ce soit. Nous, notre Executive MBA est 5e mondial. C'est juste incroyable. J'ai jamais reçu un coup de fil en me disant « Bravo Alice, c'est super pour la notoriété de la France ». Bon, passons. Mais peu importe, c'est pas grave. Mais en tout cas, on a besoin, pour pouvoir continuer de faire avec beaucoup d'efficacité, nous, on a besoin de tranquillité, et on a surtout besoin de règles claires. Et encore une fois, je suis un peu une obsession là-dessus, mais si on est capable de laisser rentrer 500 ou 600 petites officines qui viennent créer des boîtes et qui se disent « Super, il y a plein de sous à prendre sur l'enseignement supérieur, allons-y », mais alors on me dit « Ah oui, mais c'est la liberté d'entreprendre à la française ». Très bien, mais à un moment donné, peut-être pas nécessairement dans l'enseignement supérieur. Ou assurons-nous que ça soit avec des critères de qualité qui soient en tout cas les mêmes pour tout le monde. Donc moi, je plaide pour... Alors les budgets, les ESPIG, on reçoit un tout petit budget, on est très heureux de le recevoir et on contractualise avec l'État, on est ravis, mais on sait qu'on ne recevra pas des milliards. Ayant dit ça, là où je pense qu'il y a une vraie carte à jouer pour le gouvernement français, en tout cas pour le ministère, c'est effectivement continuer de financer beaucoup plus la recherche, peut-être de laisser des étudiants internationaux payer un éco important qui permette à l'État de rapatrier une partie de la manne donnée pour la partie scientifique, parce que moi je plaide pour véritablement une recherche, et notamment à l'échelle européenne. On parlait d'intelligence artificielle, et je pense que ça doit être soutenu par l'État, parce que avec une participation des entreprises, mais nous tout seuls, alors nous on est des petits acteurs par rapport à ce que fait Thierry ou aux grandes universités, mais il faut que peut-être il y ait cette stratégie claire de l'État qui est de dire quelle est la priorité et où je mets la ressource pour qu'on devienne des champions. Donc, ayant dit ça, nous on est prêts d'ailleurs à s'investir dans toutes ces dynamiques-là, mais globalement on a besoin de stabilité de décision, nous politiques, pas nécessairement d'argent, parce qu'on a nos modèles qui tournent sans nécessairement avoir besoin de financement. Mais il faut nous laisser vivre, pas toujours nous taper dessus. On parlait d'évaluation, donc moi je suis à la commission d'évaluation des diplômes de gestion. On est très exigeant. Et Thierry le sait, on en a souvent parlé quand tu étais président de l'HCVRES. On est extrêmement exigeant avec les écoles de grande qualité, mais vous ne pouvez pas vous imaginer le niveau d'exigence. Si on mettait ce niveau d'exigence sur toutes les universités, pardonne-moi, je ne mets pas de pavé dans la mare, on aurait peut-être quelques surprises. Mais soyons quand même beaucoup plus exigeants avec les officines à qui on ne demande rien. Voilà, c'est ça qu'on demande, nous. Ça fait une bonne transition sur la deuxième partie de cette table ronde qui sera consacrée à la régulation du privé lucratif. On le sait, ces dernières années, il y a eu une apparition soudaine d'un certain nombre d'officines, d'organismes, avec le boom de l'alternance notamment, et une confusion totale pour les familles. D'un côté, des certifications professionnelles délivrées par le ministère du Travail, et de l'autre,
des diplômes nationaux et des grades délivrés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Étienne Perrat, quel est selon vous le principal problème lié à l'arrivée massive de ces formations ces dernières années? Je pense que c'est ce que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire la confusion généralisée. Il y a vraiment l'incompréhension qu'on peut voir, il suffit d'aller sur un salon organisé dans tel ou tel secteur, entre des choses sur lesquelles on s'arc-boute un petit peu, l'action des diplômes nationaux, qui parfois deviennent un petit peu un totem dans un océan où sont apparus tout un tas d'autres formes de validation, certification, diplomation. Je pense que c'est vrai qu'il y a quand même une urgence à essayer de peut-être reposer quand même un certain nombre de fondements sur qu'est-ce qu'une formation de qualité, comment est-ce que ça se traduit en termes de diplomation, en termes de reconnaissance par l'État? C'est pas forcément tout à fait exactement la même chose. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il faut arriver à, pour le coup, on parlait de grand soir ou pas, je pense que sur la question des diplômes, là, il y a un vrai besoin de quand même repenser assez fondamentalement les choses. Et on voit bien que toute cette question, alors des certifications, de l'irruption du ministère du Travail dans la reconnaissance des titres, elle pose une vraie question. Moi, je dirais que c'est un petit peu ce que disait Alice tout à l'heure. Elle est venue changer un débat qui pendant longtemps s'est structuré entre le public et le privé, en maintenant un débat où je pense que le privé non lucratif et le public se retrouvent en fait sur un certain nombre de choses, notamment sur l'exigence d'avoir des formations de qualité. Je peux le dire, en étant à Lille, on a quand même une présence importante d'écoles, Schema, les écoles ou les établissements de la Cato de Lille, avec lesquels, au-delà de la différence des statuts, on se retrouve sur la volonté d'avoir des formations de qualité. Et donc, il me semblerait assez logique que, d'une certaine manière, il y ait plutôt un rapprochement entre ce que peuvent délivrer ces types d'établissements qui partagent l'exigence scientifique, pédagogique, et qu'en revanche, on soit sans doute beaucoup plus ferme vis-à-vis d'établissements qui ont réussi à rentrer un petit peu par les interstices d'un système qui est allé dans différentes directions et qui du coup maintenant joue très clairement en termes de communication avec des choses qui sont parfois franchement à la limite de la publicité mensongère sur cette confusion. Donc pour moi, il y aurait vraiment une nécessité de consolider un socle qui ne doit pas se limiter qu'aux établissements publics, mais qui doit intégrer les établissements du privé non lucratif qui font des formations de qualité et en revanche être peut-être plus dur pour éviter les tromperies, en fait, soyons clairs, hein, qui existent dans d'autres formations. Après, savoir si le projet de loi qui a été déposé va vraiment répondre à tout ça, je suis peut-être un petit peu sceptique à ce stade, mais je pense que ça va être le travail parlementaire que d'améliorer ça, de voir comment est-ce qu'on peut aboutir à quelque chose, comme il n'y aura pas de 49.3 sur ce projet de loi, qui sera satisfaisant pour tout le monde, moins pour la majorité. Justement, Étienne Perrat, face aux Sciences Po, certaines écoles privées proposent des masters, titres RNCP, et font leur publicité sur leur Parcoursup ou les recalés de Sciences Po. Est-ce que vous recommandez ces établissements justement au-dessus de Sciences Po Lille qui auraient été refusés sur Parcoursup? Je pense que la réponse est dans votre question, c'est-à-dire que je ne vais certainement pas recommander des établissements qui feraient une pub sur le fait de contourner des dispositifs qui ne sont pas parfaits, mais qui ont au moins le mérite de permettre aux familles, aux jeunes, d'avoir un peu de compréhension sur le système global. En revanche, sur la première partie de votre question, nous, on n'est pas sur une position défensive. C'est-à-dire que ce n'est pas à moi de dire, on parlait d'Audencia qui lance, voilà, comme d'autres écoles de commerce, des actions qui vont essayer de mieux inclure la géopolitique, les questions sociales dans leur formation. Au contraire, je veux dire, il n'y a pas un périmètre préservé de tel ou tel type d'école et je trouve ça très bien, de même que nous, on va sur des doubles diplômes avec des écoles de commerce, avec des écoles de journalisme, dans un certain nombre de domaines. Donc je pense qu'il faut un petit peu distinguer ce qui relève de ces pratiques qu'on évoquait tout à l'heure qui peuvent être frauduleuses. Et vous savez, c'est comme à un moment, il y avait des pubs pour des sites promouvant l'infidélité. Et tout le monde s'est dit, bon, est-ce que c'est bien dans le métro de faire des pubs pour appeler à choisir des partenaires un petit peu par la bande? Je pense que là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, finalement, si on dit contourner Parcoursup, c'est une espèce d'appel au contournement d'un système qui a quand même permis de mettre un peu plus de clarté, de permettre que les familles comprennent, par exemple, quels étaient les niveaux qui pouvaient être attendus, les formes d'exigence, les rangs, notamment quand il y a des concours ou des procédures de sélection. Donc, de ce point de vue-là, je trouve qu'il serait quand même vraiment compliqué de venir soutenir des établissements qui ont un positionnement extrêmement agressif et qui en fait n'est pas loyal et pas conforme à ce que sont nos valeurs en tant qu'établissement d'enseignement supérieur. Alice Guillon, vous, du côté de Schema, est-ce que vous avez observé ces dernières années une arrivée massive de ces écoles privées officines? Et qu'est-ce qui vous pose problème concrètement dans un master pas reconnu dans le domaine du management?
Vous savez, je vais vous donner une petite anecdote. Nous, on est je l'ai dit, sur 10 sites différents dans des pays très différents. On est américain aux États-Unis, brésilien au Brésil, on a 3 sites en Chine, on a un site à Montréal, on a un site à Dubaï, on a un site en Afrique du Sud. Je n'ai jamais eu comme interlocuteur quelqu'un d'autre que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de ces pays-là, avec des barrières à l'entrée extrêmement hautes, c'est-à-dire on a mis 10 ans pour avoir une reconnaissance de nos diplômes en Chine. On a mis 3 ans aux États-Unis, 2 ans au Brésil et 2 ans à Dubaï. Mais jamais je n'ai parlé avec un coup le ministère du Travail, un coup voilà. J'ai eu toujours un interlocuteur et ça passait par un organisme qui était l'équivalent du HCERES, chaque fois. Aux États-Unis, bon, il y a Department of Education, mais ils sont très bien structurés et c'est comme ça que ça marche. Alors là, vous disiez, les familles n'y comprennent plus rien, mais je les comprends. C'est-à-dire que vous arrivez au ah bah tiens, mon diplôme, il est RNCP. Ah bon, c'est quoi RNCP? Ah d'accord, mais je l'ai loué. Alors je l'ai loué à une autre école qui, elle, n'est pas reconnue. Ah d'accord, alors il vient d'où mon diplôme? Ben, de l'autre école qui est à Bordeaux, moi je suis à Lille. Ben, comment voulez-vous qu'à un moment donné, ils comprennent quelque chose? Et on leur dit, nous on est reconnus par l'État parce qu'on a un visa du ministère du Travail. Bon, alors dans les établissements d'enseignement supérieur, pourquoi le ministère du Travail devrait donner un visa ou quelque chose pour dire que vous avez le droit d'opérer? Enfin, je pense qu'on marche complètement sur la tête en France. On a un ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est à lui de délivrer l'autorisation ou pas d'exercer une mission d'enseignement, de recherche le cas échéant, et d'avoir effectivement des critères qui soient des critères de qualité, qui soient extrêmement bien suivis. C'est au ministère de contrôler. On a tout le dispositif avec HCERES et la CEFDG pour pouvoir le faire. On peut trouver, si on veut trouver des solutions, on peut y arriver sans aucun problème, et ça doit passer par là. On a essayé à la CDEFM de faire le compte ce qu'on appelle les officines. Ici, Thibault, mettez bachelor en management, vous installez, vous faites payer 8 000 €, vous aurez tout plein d'étudiants en disant « moi je suis reconnu par l'État parce que j'ai loué un RNCP à un collègue qui est à Bourg-en-Bresse ». Bon, mais c'est juste incroyable. Donc il faut effectivement que le ministère puisse réguler ça, et on a vu apparaître plus de 500 officines qui disent sub de ça, sub de l'autre, sub de machin, le sport. Alors là, le sport, ça foisonne. Le management et le sport, il y en a de tous les côtés. Le marketing digital, la communication. Enfin, ça devient aberrant. Mais il faut réguler, Non, vous n'avez pas. Si vous n'avez pas un visa du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de la France, comme dans tous les pays du monde, vous ne pouvez pas opérer une formation. Point final. Après qu'il y ait un dialogue entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère du Travail, j'allais dire, c'est leur cuisine. Il faut qu'ils se débrouillent entre eux, mais pour les familles, ça doit passer uniquement par un ministère et pas par 36. Voilà, moi je plaide pour ça. Alors, et je ne pense pas être la seule, mais personne probablement n'osera le dire, mais je pense que c'est sain de réguler. C'est une crise de défiance quand on voit laisser donner des RNCP à toutes ces officines qui n'ont pas de campus, pas de profs, qui n'ont rien, qui font que du flexible. C'est une crise de défiance par rapport à nous, qui sommes des institutions, qui investissons dans la qualité, qui jouons le jeu véritablement de la recherche, qui jouons le jeu de la qualité de vie des étudiants. En fait, on nous balaye d'un revers de main en disant non, on va filer des RNCP là parce qu'ils vont trouver plus rapidement du travail. Je trouve que c'est scandaleux. Voilà. Et là, je suis totalement contre. Thierry Coulon, de votre côté, dans les classements des écoles d'ingénieurs habilitées par la CETI, on retrouve certaines écoles privées lucratives. Est-ce que ce n'est pas le signe d'une certaine qualité? En d'autres termes, est-ce que d'une part, il y a la question du statut juridique de l'établissement, et de l'autre, la question de la qualité, et parfois, il y a un peu une confusion ou même un dogmatisme? Ça fait un petit moment que, au HCERES en particulier, on avait écrit de très belles notes pour expliquer que ce qui comptait, c'était plutôt la qualité que le statut juridique. Moi, je voudrais reprendre un peu l'ensemble de la discussion pour dire que dans ce pays, on travaille beaucoup, mais de temps en temps, on est un petit peu paresseux et on manque de mémoire. La belle affaire, il y a du privé dans l'enseignement supérieur. Ah oui, alors si vous voulez,
HEC, le SCP, l'ESSEC, etc. sont consulaires. Les cathos existent depuis longtemps. Il y a une phrase dans le code de l'éducation qui dit l'enseignement supérieur est libre et que je sache, ça n'a pas été abrogé. Donc, il y a beaucoup de privés dans l'enseignement supérieur et il y a une diversité. Il y a des gens qui sont établissements d'enseignement public, d'enseignement supérieur public d'intérêt général. Il y a des gens qui font de la recherche, il y a des gens qui en font moins et qui pourtant font de la qualité. Et puis après, il faut professionnaliser. Il est vrai qu'il y a des officines, mais il y a aussi des petites boîtes modestes qui traitent nos étudiants comme ils sont et qui s'adaptent à leurs besoins. Un, la diversité, c'est bon. Deux, c'est pas nouveau. Et mon Dieu, on n'avait pas vu que ça montait. Mais il était temps de se retirer la tête du sable et de voir les choses comme elles sont. Et troisièmement, c'est un peu aussi en partie sur la base des insuffisances de l'enseignement supérieur un peu plus établi, un peu plus classique et souvent public, que des institutions soit de qualité, soit carrément frauduleuses, comme il a été amplement dit, se sont développées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le MESR a historiquement été d'une absence de clarté à peu près totale. Ça fait un certain nombre d'années que je navigue dans le système. Si vous me demandez clairement, là tout de suite, de vous expliquer la différence entre le grade et le visage, je crois que je ne saurais pas très bien faire. Bon, je pense d'ailleurs que ceux qui utilisent ces outils ne savent pas très bien non plus. Ou du moins, ça dépend de la dernière doctrine qu'ils ont mise à jour dans telle direction générale. De plus, il est légitime, une petite nuance par rapport à Alice, il en faut bien une, il n'est pas illégitime que le ministère du Travail s'occupe de formations vraiment purement professionnalisantes, je veux dire, je sais pas, les CAP, ce genre de choses. Et il y a une continuité entre l'enseignement supérieur basé sur la recherche, avec haute ambition de qualité, et puis ceux qui forment des modules, des choses plus rapides, etc. etc. Il n'est pas illégitime que le ministère du Travail s'occupe d'une partie du spectre. Encore fallait-il que ces gens se parlent. Et ça, Alice, tu l'as dit, ça c'est extraordinairement difficile. Et qu'on gère un continuum qui va du public au privé d'intérêt général. Il y a du privé lucratif qui fait bien son travail et il faut mettre en place un système d'évaluation qui va faire que tout le monde va être attiré par la qualité et d'autre part qu'on verra clairement les labels. Il y a quand même une chose dont il faut se féliciter là tout de suite, c'est que ce problème, il est arrivé trop tard, mais il est arrivé. Ça y est, c'est sur la table. Il se trouve que le ministre qui vient d'être conduit a pris de front la tâche de faire un PJL. Je ne sais pas s'il est parfait ou s'il ne l'est pas. Il est probablement perfectible, mais il est courageux. Il va aider à résoudre une partie de ce problème-là. Enfin, on en a pris conscience, et on en a pris conscience face aux familles. Et c'est une excellente chose. Alors, il y a des écoles d'ingénieurs, effectivement, il y en a différentes sortes. Il se trouve que, historiquement, les écoles de management, depuis longtemps, sont privées et que c'est une très bonne chose, avec 50 nuances de privé, que les écoles d'ingénieurs se diversifient un peu de ce point de vue-là. C'est pas en soi un problème. Une fois de plus, le problème, c'est la qualité. Bon, écoutez, il y a 3 institutions qui veillent sur ces questions-là, la CFDG pour les questions de management, la CTI pour les formations des écoles d'ingénieurs et le HCES, qui, je le rappelle, au titre de la loi, a vocation à coordonner ces institutions. Et Dieu sait qu'avec la CFDG, on avait bien travaillé et qu'avec la CTI, je crois que ça commence. Voilà, on est peut-être en train de rentrer dans un monde raisonnable de ce point de vue-là. Juste un complément, Thibault. Je suis totalement d'accord avec Thierry quand il dit que dans le privé lucratif, il y a des bonnes choses qui se passent. On les voit passer à la CEFDG et on est très content. Quand ils ont des visas, voire des grades, ça va très bien à tout le monde. Mais moi, je me bats aussi, comme Thierry, contre la non-qualité. Et sur ce point, je pense que sur l'articulation entre travail et enseignement supérieur, recherche, ce que je trouve aussi, c'est que ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure sur l'apprentissage, c'est-à-dire qu'évidemment l'ouverture généralisée de l'apprentissage qui partait quand même de secteurs beaucoup plus spécifiques, qui pour le coup avaient une légitimité à être directement contrôlés par le ministère du Travail, dès lors qu'on était sur des dimensions très professionnalisantes, est un des éléments de la confusion généralisée. C'est-à-dire qu'évidemment, à partir du moment où on décrète que à peu près tout peut se faire en apprentissage, on va aussi créer un peu plus de zones de superposition. Et moi, ce que je remarque, notamment parce qu'on a pas mal d'échanges dans les Hauts-de-France avec notamment les chambres de métiers d'artisanat qui
ont eu parfois un sentiment un petit peu de dépossession avec la généralisation de l'apprentissage dans un certain nombre d'autres domaines de l'enseignement supérieur. Et du coup, là où on parle beaucoup de valoriser les métiers professionnels et autres, là finalement ils ont eu l'impression que quelque chose qui marchait très bien, qui avait commencé à être étendu, et ça c'était plutôt légitime, là était devenu tellement généralisé qu'on parfois on distinguait plus très bien les particularités qu'il pouvait y avoir dans de la formation à des métiers, notamment avec une qualification technique, manuelle très, très poussée. Et je pense que du coup, c'est peut-être aussi une réflexion un peu globale sur la manière dont on approche les différentes professions, la spécialisation, le caractère plus généraliste, et que du coup, il n'y a pas qu'une question un peu interministérielle, technique ou bureaucratique, il y a aussi une vraie réflexion. Et je pense que, comme le disait Thierry, si on pouvait s'emparer là aussi du projet de loi pour avoir une réflexion de fond sur ces questions, pour le coup, ça serait un bel exercice démocratique du côté des établissements, et c'est quelque chose qu'on doit en fait à la jeunesse dans ce pays et aux familles. Thierry Coulon, en tant qu'ancien président du HCERES, aujourd'hui une école de cybersécurité, de data ou d'IA qui délivre des masters et qui ne fait pas de recherche, est-ce qu'elles sont crédibles? Mais il faut de tout pour faire un monde. C'est quand même assez difficile à réaliser, mais oui. Je suis très frappé si je reprends les référentiels du HCERES, il y avait quelque chose d'assez prégnant, et aussi dans le discours du ministère. C'est ces espèces là aussi de scies musicales qui reviennent sans cesse, c'est l'adossement à la recherche. Alors, vous alliez regarder une école dans une ville moyenne qui faisait bien son travail, qui cherchait à trouver des carrières à ses gamins, qui faisait un enseignement de qualité, mais il fallait faire semblant de regarder sa recherche. Alors, je veux dire, l'institution étant bonne fille, elle cherchait absolument à dire qu'il y avait des prolégomènes au début de la tentative pour... Enfin, la vérité, c'est qu'il n'y avait pas de recherche. Et alors, est-ce que c'est bien grave ? Je veux dire, parlons de cybersécurité, parlons d'IA. Il se trouve que, et une fois de plus, c'est pas, comment dire, chacun à un moment donné dans sa carrière est dans un segment du marché et a une mission et qu'il l'accomplisse bien. Il se trouve que nous, à l'Institut Polytechnique de Paris, le truc, c'est de former les gens qui l'inventent l'IA et qui l'inventent la cybersécurité, qui innovent, etc. Il y a d'autres fonctions et on n'est pas nécessairement, enfin, je veux dire, la recherche et l'innovation, c'est une activité noble et il consacre une grande partie de ma vie et tous ceux qui sont autour de cette table aussi. Enfin, il y a d'autres choses dans la vie. Et si on forme très bien des techniciens à la cybersécurité qui seront extrêmement efficaces, on fait bien son boulot. Donc, j'ai lutté à l'époque pour que le HCERES, et je pense que ça sera une des conséquences du projet de loi, soit capable d'évaluer des institutions qui ont la prétention de bien faire leur boulot, mais qui n'ont pas se sont pas obligés de faire semblant de passer par la recherche. Je vais prendre un tout autre exemple. Quand j'étais à PSL, il y avait les écoles d'art, les 5 écoles d'art, mais sublimes. Quand vous parlez du Conservatoire national de musique et de danse, quand vous parlez du Conservatoire d'art dramatique, vous parlez d'institutions mais qui forment des gens d'un talent absolument extraordinaire. Mais il fallait leur dire, et alors la recherche ? Non mais, enfin, on se moque de quoi ? Voilà. Autrement dit, les cadres d'évaluation, ils doivent s'adapter au projet des institutions, et le projet des institutions doit s'adapter aux besoins à la fois de l'économie et des jeunes. Et les jeunes, il se trouve qu'ils sont divers et qui peuvent se fixer dans la vie des buts différents. Alors, on en a déjà un peu parlé, mais il y a effectivement sur la table ce projet de loi de régulation qui introduit 2 statuts. Le partenariat réservé aux établissements publics et non lucratifs, notamment les ESPIG, et l'agrément qui sera accessible à tous les établissements privés, y compris les organismes de formation. Alice Guillon, est-ce que, selon vous, cette évolution et cette création de 2 ligues étaient souhaitables ? Je vais juste revenir sur ce que disait Thierry. La différence entre le visa et le grade, c'est l'adossement à la recherche, en partie. Donc, effectivement, on peut avoir des très bonnes écoles qui ont juste le visa et qui n'ont pas besoin de s'adosser à la recherche et qui font très bien leur boulot. Et la petite différence que j'ai avec Thierry, c'est qu'on peut très bien leur donner le visa, ils ne sont pas obligés d'aller chercher un RNCP. Donc, voilà. Et celles qui font de la recherche, évidemment, pas toutes, et c'est la grande beauté de ce qu'on fait à la CEFDG, celles-là obtiendront un grade et donc la reconnaissance du niveau de leur diplôme. Alors, ayant dit ça,
plutôt que d'aller essayer de réguler ce qui fonctionne, c'est-à-dire que nous, on est un groupe de 30, 40, peut-être 80 écoles qui passons le visa et le grade et qui... Alors nous, on est SPIG, on contractualise avec l'État, puis d'autres sont ESC, comme effectivement nos collègues d'HEC, le SCP, etc. Et puis et de l'ESSEC, et puis d'autres sont encore sous d'autres statuts. Est-ce qu'il faut qu'on vienne faire une ligue entre nous? Alors on est une poignée, hein, on est 80. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à s'occuper du reste plutôt? Donc moi, si tant est qu'on puisse se retrouver dans notre mode de fonctionnement avec un organisme qui valide la qualité de ce que nous faisons, etc., tous les 5 ans d'ailleurs, c'est ce qu'on avait décidé avec Thierry pour ne pas surcharger les écoles avec des dossiers toute la journée pour prouver qu'elles sont bonnes, hein, parce qu'il y a ceux à qui on ne demande rien, mais nous, c'est 10 fois par an, hein, on doit prouver qu'on est bon. Pourquoi on ne va pas plutôt essayer de mettre de l'énergie pour réguler là où ça ne l'est pas, plutôt que de venir nous dire on sera en Ligue 1, en Ligue 2 ou en Ligue 3. Moi, bon voilà, tout ce qui sortira sera probablement très bien, mais ça veut dire qu'à la fin, on sait qu'on a un contrat de confiance avec l'État, on fait valider effectivement la qualité de ce que nous faisons, et nous avons un organisme indépendant qui vient regarder notre recherche, la qualité de notre institution et de nos programmes. Voilà, est-ce qu'on est obligé de faire une Ligue 1 et une Ligue 2? On peut très bien dire, voilà, ceux qui ont les visas sont d'un côté, ceux qui ont des grades sont de l'autre, et puis simplifions-nous la vie. Là, je ne comprends pas pourquoi on veut nous différencier par statut, qu'ils mettent de l'énergie pour aller réguler ce qui vraiment doit l'être, plutôt que de venir surréguler ce qui l'est déjà. Là, vous faites référence au fait que les écoles consulaires étaient dans un premier temps Oui. amenées à être dans la Ligue 2. Oui, alors comme je suis ESC, je ne suis pas ESPIG, alors je ne suis pas avec les ESPIG, mais franchement, est-ce qu'on a besoin de perdre du temps avec ça? On est toutes celles qui passent par l'évaluation de la CEFDG, donc du HCERES, sont invitées à la table, à contractualiser de façon plus ou moins, on va dire, approfondie avec l'État. Il y a quand même un regard sur la qualité et que l'État puisse mettre de l'énergie à aller réguler ce qui doit l'être. Étienne Perrat, vous aviez déjà un peu répondu tout à l'heure, mais est-ce que ce nouveau paradigme, en tout cas, serait davantage lisible pour les jeunes et les familles? Moi, je partage tout à fait ce que disait Alice, c'est-à-dire que si on arrive sur un système où on va retrouver des différenciations pas extrêmement claires, je ne vois pas très bien ce que ça changera par rapport à la situation actuelle, parce que je ne me vois pas très bien aller expliquer dans une conférence à des lycéens, alors il y a le partenariat, il y a l'agrément, voilà telle ou telle chose. Et c'est vrai que je pense que consolider le socle sur lesquels il peut y avoir des différences, comme le disait Thierry, il peut y avoir des établissements avec plus ou moins de liens avec la recherche, mais au fond, on a une qualité qui est celle qu'on doit garantir aux jeunes qui s'inscrivent sur la qualité de la pédagogie, la qualité de l'insertion professionnelle derrière. Je pense que c'est ça vraiment l'élément important. Et moi, mon deuxième point de vigilance, là en tant qu'établissement public, c'est que sur les dispositions notamment qui permettront aux établissements, quel que soit le statut et la forme de relation qu'ils auront avec l'État, d'obtenir notamment sur des formes de diplomation, je garde un terme un peu général autour de ça. Je ne voudrais pas que ça finalement débouche sur des choses où il deviendrait parfois presque plus compliqué pour un établissement public d'obtenir tel ou tel type de diplomation. Je donne un exemple tout simple. Dans les Sciences Po, historiquement, on a un diplôme qui est en 5 ans. C'est vrai que nous, on délivre un grade master. On a des discussions depuis désormais un certain temps sur la possibilité de généraliser le fait, par exemple, d'avoir un grade licence, ce qui est assez logique, qui aujourd'hui est demandé notamment pour les stages en Europe, à l'international. Et c'est vrai que les gens ne comprennent pas très bien à l'étranger le concept d'arriver à un master sans être passé par une licence. On sent bien que c'est compliqué et que du côté du ministère, on peut nous dire « alors pour ça, il va falloir passer par telle et telle étape ». D'une certaine manière, j'ai envie de dire, en fait, on fait de la prose sans le savoir. En fait, on devrait déjà délivrer un grade licence comme diplôme intermédiaire avant le grade master qu'on délivre. Et donc moi, ma préoccupation, c'est de dire faisons en sorte que ce projet de loi, ça soit aussi l'occasion pour des établissements publics qui font des choses de qualité, qui pour des raisons historiques se sont fixés sur tel ou tel niveau de diplôme, qu'on facilite aussi la vie et que nous, très concrètement, sur une scolarité de 5 ans, on puisse avoir un diplôme intermédiaire avant le diplôme de grade master. Donc je trouve que c'est peut-être ce qu'on pourrait aussi attendre. Et là, je parle évidemment dans ma perspective, mais je pense que d'autres établissements publics pourraient aussi avoir des questions qui seraient soulevées. On pourrait même poser parfois l'action sur le doctorat, où il y a toujours des questions de se dire exactement à quel type d'établissement, avec quel type d'articulation des doctorats peuvent être attribués. Et peut-être ça renvoie à cette discussion globale, presque un peu philosophique sur l'enseignement supérieur, qui pourrait être soulevée à l'occasion de l'examen du projet de loi. Thierry Coulhon, quel est votre regard, vous, sur ce projet de loi et plus précisément sur cette idée de l'agrément ?
à chaque étape suffit sa peine. Il se trouve qu'au H2S, beaucoup travaillé sur cette question-là. On a dit ce qu'on avait à dire, on est intervenu dans le débat public. Ce PJL représente un progrès. Comme dit Alice, il s'agit effectivement de ne pas regarder toujours au même endroit et de ne pas surréguler une partie du secteur et de ne pas regarder une autre. Ça va plutôt dans le bon sens. Il faut quelque chose qui soit simple. Je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Il faut quelque chose qui traite un continuum et qui est dans la diversité. Moi, ce que je voudrais prendre un peu de distance par rapport à ça en disant deux choses. D'abord, n'envoyons pas un message trop angoissant à la jeunesse. Ce qu'il faut leur dire, c'est, comme disait Alice, c'est notre cuisine. Bon, là, on va essayer de simplifier un petit peu le système. Est-ce que la terminologie, c'est la bonne ou pas? Est-ce qu'on peut l'adapter? Bon, enfin, on va plutôt dans le bon sens. Disons-leur qu'on est prêt à les accueillir, qu'on s'intéresse à ce qu'ils ont envie de faire, à ce qu'ils peuvent faire, qu'on est en train d'essayer de construire un système plutôt plus simple, plutôt plus ouvert et plus transparent. Alors Parcoursup a ce côté paradoxal que dire tout ce qui est en magasin, c'est un peu angoissant. La liberté, c'est angoissant. Bon, et effectivement, il faut traiter sérieusement le fait que c'est anxiogène. Enfin, c'est anxiogène. Ceux qui préféraient faire la queue dans la rue de la Sorbonne pendant la nuit pour avoir une place le lendemain, ou qui préféraient le tirage au sort d'APB, là aussi, il ne faut pas trop manquer de mémoire. Mais enfin, c'est notre responsabilité que de dire ça aux jeunes, de dire, écoutez, on est en train, d'abord, ce qu'on propose est quand même globalement de qualité. Il y a des systèmes de formation d'enseignement supérieur qui sont moins bons, il n'y a pas à chercher loin pour en trouver. Bon. Deuxièmement, on fait un effort pour que ce soit plus simple et plus clair. Voilà. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, pour sortir un peu du débat technique, c'est arrêtons un peu de nous regarder le nombril et regardons l'international. Donc regardons nos jeunes, regardons l'international. Bon, et une fois de plus, moi, ma préoccupation aujourd'hui, c'est les benchmarks dont je parlais tout à l'heure, MIT, Caltech, Technion, EPFL, et de se demander si en matière de formation comme en matière de recherche, on est dans la course. L'argument des groupes privés, pour recentrer un peu le débat sur le sujet des statuts, affirme souvent accueillir des étudiants en CFA, en BTS, en bachelor, des jeunes qui n'auraient pas forcément leur place à Sciences Po, à Polytechnique ou à Schema. Que leur répondez-vous, Alice Guillon, sur ce sujet? Moi, s'ils font de la qualité, ils peuvent les accueillir, il n'y a pas de sujet. Maintenant, si on a affaire, on en parlait, à des établissements qui, n'ayant pas de corps professoral, pas de campus, pas de staff, rien, et qui investissent tout leur budget dans du marketing pour dire aux petits, vous voyez, vous n'avez pas été pris à Sciences Po ou en prépa ou à Polytechnique ou à Schema, venez chez nous. Je trouve qu'il faut faire très attention. Moi, je n'ai rien contre les groupes, que ce soit des groupes, que ce soit des établissements privés avec un statut de SAS, de SA, de tout ce que vous voulez. À partir du moment où ils jouent le jeu de la qualité, de la transparence pour les familles, de pouvoir accompagner les étudiants, de faire en sorte qu'ils arrivent sur le marché du travail ou qu'ils puissent continuer, et que tout ça, ça soit fait dans l'idée d'une transparence absolue et qu'on soit régulés tous de la même façon, moi, ils peuvent sans problème exister, au contraire, et ils font probablement un boulot, Thierry le disait tout à l'heure, dont on a besoin, parce que peut-être que voilà, on s'est mis des critères de recrutement tellement hauts que ces étudiants qui ont plein de talents et plein d'autres choses à faire pourront trouver une place plus adaptée ailleurs. Je ne dis pas qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, je dis juste que s'il y a les mêmes critères de qualité, qu'il soit un groupe, un privé lucratif ou un privé non lucratif, tout le monde a le droit d'opérer. Maintenant, il faut qu'il y ait une régulation. Avec quand même des informations pour les familles et pour les jeunes, c'est que quand on fait un bachelor ou un master qui n'a pas ni grade ni visa, on n'a pas accès au Crous, on n'a pas accès au logement, on n'a pas accès aux bourses, et la poursuite d'études peut être plus difficile. Bien sûr, c'est la transparence. Et je pense, on en avait parlé, que ce soit avec la ministre Vidal, la ministre Taillot, ou après avec Patrick Hetzel ou ceux qui vont suivre. On a parlé de l'obligation aussi de communication et de transparence de la part du ministère. Parce que nous, si on dit, oui, regardez, on a des visas et des grades, c'est super, regardez comme on est beau et intelligent, les gens vont regarder en disant, ok, vous plaidez pour votre paroisse. Maintenant, si le ministère dit, nous, on a régulé, voilà les établissements qui sont dignes de confiance, qui ont obtenu des visas, des grades ou d'autres reconnaissances
et sur lesquels, regardez, on communique dessus et on les soutient, il faut que cette partie-là soit complètement assumée. Et encore une fois, j'ai un peu cette obsession, mais nous, on est très à l'international, ça se fait dans tous les autres pays du monde et ça ne se fait pas en France. Alors je dis que pas que, oui, si on ne fait pas comme les autres, c'est très bien, on peut être disruptif. Moi, je crois à ça, hein, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé Schema. Mais malgré tout, il y a peut-être quelques bonnes leçons à aller chercher chez tous les autres pour dire, oui, le ministère doit aussi avoir un engagement, une communication et une transparence pour pouvoir justement dire, nous, on soutient ces établissements en France parce qu'ils sont de qualité. Il suffit qu'ils disent ça et ça va directement, j'allais dire, apaiser les familles et mettre aussi un peu de pression sur les établissements qui s'engagent avec l'État pour faire de la qualité. Donc voilà, moi je pense qu'il faut aussi que le ministère ait un rôle, il a un rôle crucial à jouer, il ne peut pas être que passif. Je vous propose qu'on passe maintenant à la dernière partie de cette table ronde qui concernera les classements et l'intelligence artificielle. On a groupé ces deux thématiques qui sont assez différentes évidemment. En premier lieu, peut-être Étienne Perrat. C'est vrai que les parents et les jeunes sont assez addicts au classement. Est-ce que, par exemple, dans le domaine des Sciences Po, il y a matière à aller venir classer des IEP entre eux qui font tous, entre guillemets, de la qualité? Alors, je pense qu'effectivement, parfois c'est bien de rappeler d'abord le commun avant de parler des classements. Nous, on partage en tant qu'institut d'études politiques déjà une marque commune. Alors, pour le meilleur, parfois un peu pour le pire, parce qu'on sait bien parfois les préjugés ou les attaques qu'il peut y avoir vis-à-vis des Sciences Po. Les Sciences Po, on partage une formation généraliste, exigeante, commune, avec une structuration à peu près similaire dans tous les Sciences Po de France, avec 3 premières années généralistes, une spécialisation master, une année à l'étranger qui peut se faire à des moments différents. Et donc c'est vrai que consolider ce commun, pour nous, c'est très important parce que c'est aussi pour les familles, pour les jeunes, quelque chose qui fait qu'ils savent qu'ils aillent à Sciences Po Lille, à Sciences Po Paris, Bordeaux, ils retrouveront un certain nombre d'éléments partagés. Derrière, il y a évidemment des classements qui sont publiés notamment par différents journaux ou médias. Ces classements, c'est vrai qu'il y a pas mal de biais méthodologiques. Quand on regarde un petit peu la manière dont ça va se faire, nous, on a souvent quand même des petites questions qui se posent. Moi, je pense qu'il ne faut pas dire le classement, c'est bien ou c'est pas bien. Il est évident que ça fait partie des éléments de réflexion. Nous, ce qu'on essaie simplement de préciser, c'est de dire, prenez pas les classements de manière aveugle, mais essayez de regarder par rapport à ce que sont vos motivations professionnelles, personnelles. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est l'international? Est-ce que c'est le fait d'avoir accès à tel ou tel master, tel ou tel double diplôme, par exemple? Utilisez ça pour éclairer les classements. Et donc, évidemment, prenez en compte ce qui, derrière, peut avoir des effets vis-à-vis des employeurs, sur l'accessibilité à telle et telle chose, mais surtout, donnez un sens à ça et ne prenez pas les classements comme une espèce de totem, mais simplement essayez de comprendre un peu leur logique, essayez de voir comment ça peut rentrer dans un projet personnel, professionnel pour les étudiantes et étudiants. Et donc, je pense que c'est plutôt une espèce d'approche un peu constructive et aussi critique qu'on essaye de promouvoir vis-à-vis des classements. En un mot, une approche scientifique, si je peux me permettre de le dire comme ça. Thierry Coulon, est-ce que vous prenez au sérieux les classements nationaux et internationaux et est-ce que ça rentre en compte dans votre gestion aujourd'hui de l'Institut Polytechnique de Paris? Alors, il y a deux situations très différentes. Les classements nationaux et les classements internationaux. Les classements nationaux, ce n'est pas extrêmement compliqué. Les classements sont déterminés par les choix des étudiants, les choix des topins quand ils intègrent les écoles d'ingénieurs, et ça engendre le classement, et le classement engendre les choix. Donc c'est d'une stabilité assez grande. Moi, si vous voulez, l'Institut Polytechnique de Paris, c'est l'IX, l'ENSTA, l'ENSAE, l'ENPC, Télécom Paris, Télécom Sud Paris. Ça fait 6, et je ne suis pas opposé à ce qu'on laisse dans les 10 premiers 4 places, mettons, à Centrale, aux Mines de Paris, à l'ESPCI et un 4e à déterminer, mais qu'on truste les 6 places des postes, ça me va très bien et n'en parlons plus. Bon, maintenant, parlons des choses sérieuses, les classements internationaux. Les classements internationaux, enfin, c'est une espèce de... Là aussi, de névrose française qui est très drôle, de déni de réalité. Pendant des années, on a expliqué que ces classements étaient l'abomination de la désolation. D'ailleurs, on y était très mal, c'était bien la preuve. Bon, on n'y est plus très mal. Alors, c'est une situation un peu plus compliquée, parce que quand vous vous apercevez que vous êtes dans le jeu, il faut jouer. Voilà. Ces classements sont évidemment, il faut le dire, le redire, ne sont pas des buts ultimes, ce sont des buts intermédiaires. Ça vous indique dans quelle ligue vous jouez. Bon. Et deuxièmement, ça ne vous aide pas à choisir si vous allez développer la biologie de synthèse ou les supraconducteurs. Ça n'est pas assez fin pour vous permettre de mener une politique scientifique.
Mais ça peut aider à donner confiance, ça peut aider à donner confiance aux familles, à l'État, aux entreprises, à la société, en disant, les amis, enfin finalement, vous trouvez que 25 milliards et des brouettes pour l'enseignement supérieur, c'est beaucoup, on peut dire que c'est beaucoup, on peut dire que c'est pas beaucoup. Mais enfin, regardez, finalement, avec ça, et avec les investissements d'avenir dont on parlait tout à l'heure, on a constitué quelques grandes alliances qui peuvent jouer dans la Ligue internationale. Et moi, je suis très content d'occuper le plateau de Saclay avec l'Université Paris-Saclay, qui est très haut dans les classements, d'avoir contribué à ce que PSL y soit aussi. Et alors nous, Institut Polytechnique de Paris, on est très très bien dans les classements qui tiennent compte de l'employabilité et de la réputation. C'est pas étonnant, il y a une excellente employabilité et on n'a pas une mauvaise réputation. On était un peu plus mal dans les classements qui, un peu, bruts et objectifs, qui regardaient les publications, comme le classement de Shanghai. Je suis arrivé dans une situation, on m'expliquait non mais tu sais, le classement de Shanghai, c'est vraiment pas du tout pour nous, voilà, non, jamais, etc. Alors ça m'a énervé, on a un petit peu regardé les choses de plus près, on s'est mis à travailler. Et l'an dernier, on a gagné 99 places. Pas une, pas deux, pas 10, 99. Je soupçonne que Shanghai cap à 100 le bon que vous pouvez faire, parce que sinon, ils décrédibilisent un peu leur classement. Comme on a fait ça, en se demandant si dans l'environnement proche, il n'y avait pas des highly cited researchers qui pouvaient s'associer à nous. Et je me souviens d'avoir passé un coup de fil à quelqu'un d'INRIA en disant « Vous êtes INRIA pur, pourquoi vous ne vous affilierez pas à l'Institut Polytechnique de Paris ?» Il m'a dit « Vous savez ». Et je lui ai dit « C'est pas seulement une question de classement, on peut faire de la belle science ensemble ». Il m'a dit « Vous êtes en train de recruter les meilleurs, donc je viens ». Parfait, très bien. Et d'autre part, on a commencé à compter les publications un peu sérieusement. C'est-à-dire, voilà, il y a un aspect rassembler ses forces, voir où on en est, qui est intéressant. Donc, on va continuer ça. Mais une fois de plus, quand on est 41 dans QS, et puis là, on va faire un petit bond dans THE, on est 68. Il y a des milliers d'institutions d'enseignement supérieur classées dans le monde. C'est vraiment sympa. Et puis, alors, en France, dans Shanghai, on est 9e. Je préfère ça que 14e. Ça nous permet de dire on est dans la première ligue. Si la première ligue, c'est 10 universités, on est dedans sans aucun doute. Mais une fois qu'on s'est rassuré comme ça, le vrai travail, c'était optimiser la politique scientifique, attirer les meilleurs sur le marché international, ce que font très bien d'ailleurs un certain nombre de disciplines chez nous. Le CREST, le labo commun Polytechnique, CNRS, NSAE, recrute en économie au meilleur niveau sur le job market et d'autres aussi, et on y travaille. Alice Guillon, sur les classements, là aussi, il y en a beaucoup dans le domaine des écoles de management. Oui. Alors, j'allais dire, on est indéfectiblement liés aux classeurs. Ils nous font du bien. Je suis absolument d'accord avec ce que dit Thierry, encore une fois, malheureusement. C'est que, oui, ça nous permet de dire dans quelle ligue on se trouve. Après, il peut y avoir des changements de 1 ou 2. Alors bon, nous, en France, on est 38 à être classés, donc voilà. Maintenant, quand on joue le jeu des classements internationaux, dans le FT, c'est 100 ou 150 parmi des centaines qui ont postulé pour entrer dans le classement. Et je le redis, je ne parle pas que pour Schema, mais en tout cas, il y a au moins 30 écoles de commerce qui sont systématiquement classées dans QS et dans le Financial Times. Donc, c'est quand même l'image des écoles est très fortement considérée et on réussit très bien. Ensuite, je suis absolument d'accord avec ce que dit Thierry. Encore une fois, il faut beaucoup travailler. On fait pas, moi en tout cas à Schema, on n'a jamais fait notre stratégie pour être classé. En revanche, les classements ont suivi, on en est très heureux, l'évolution de l'école. Ça ne nous permet pas de piloter la maison, un classement, mais ça nous permet effectivement d'identifier aussi ce qui nous reste à faire en matière principalement aussi scientifique, la recherche, le nombre de profs, l'internationalisation, etc. Et évidemment, nous, tous ces classements regardent le placement de nos étudiants sur le job market. Et qu'on soit en période Covid ou post-Covid, dans les écoles de management, si vous avez pu le regarder, on a toujours eu un taux de placement qui était très haut. Donc ça veut dire qu'on a aussi un lien très fort avec les entreprises. Donc oui, les classements, on en a besoin et ils ont besoin de nous et nous, on a besoin d'eux. Après, il faut potentiellement, moi j'encouragerais les classeurs à dire travailler plus sur les aspects distinctifs en fait, des écoles, parce que ce que disait Étienne est très vrai. Nous, dans 90% des cas, ils classent le programme grande école, donc 3 ans, 2 ans de classe prépa. Alors on va regarder, toi, ton étudiant de classe prépa, il était à 2 rangs de plus que le mien, donc tu as une demi-place de plus. Bon, ça devient très perturbant parce que pour les familles, ça devient un peu incompréhensible. Moi, j'encouragerais à avoir vraiment la mise en valeur
de traits distinctifs, de tropismes particuliers, pour aller chercher des choses qui sont peut-être pas comparables entre toutes les écoles, mais comparables entre des petits groupes d'écoles. Donc je les inviterai à changer un peu de prisme. Bon, ayant dit ça, effectivement, ils nous font du bien, on leur fait du bien, et à l'échelle internationale. Alors, nous qui recrutons quasiment aujourd'hui plus de 60% d'étudiants internationaux dans notre groupe, le classement du Financial Times fait référence. Et forcément, ça nous permet d'attirer des talents du monde entier, et c'est très lu. Ça, c'est vrai qu'on en est très content. Moi, je pense qu'il faut avoir un satisfecit des écoles françaises par rapport au classement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, personne ne nous dit bravo, hein, personne. Nous, on se congratule entre nous. Allez, on va maintenant parler d'intelligence artificielle. Thierry Collomb, vous avez accueilli en février dernier une conférence internationale sur l'IA. Alors, en quelques mots, parce qu'évidemment, ce sujet-là mériterait l'intégralité d'une table ronde, mais quel est le rôle à jouer pour les écoles d'ingénieurs françaises en 2025-2026 dans ce domaine, l'IA? Il est absolument central. On est dans une époque fascinante à bien des égards. Bon, d'abord, sans emphase particulière, il est clair que l'IA est en train de redéfinir ce que c'est que l'humain, et que quand on prépare un discours, quand on prépare une analyse, eh bien, on s'appuie sur l'IA et puis on se demande dans quelle mesure on est plus malin que l'IA et dans quelle mesure on apporte quelque chose par expérience, par finesse, etc., etc. Donc, c'est assez stimulant, mais c'est vertigineux. On est dans une révolution technologique qui non seulement redéfinit l'humain, mais redéfinit ce que c'est que le travail, ce que c'est que l'économie, etc., etc. Il se trouve que cette révolution technologique, elle vient des maths, des stats et de l'informatique les plus fondamentales. Bon. Il se trouve que dans les écoles dont j'ai la charge, c'est leur caractéristique historique très profonde, c'est de former les gens à un très haut niveau scientifique. Au point que pendant un certain nombre de décennies, enfin il y a quelques décennies, vous saviez, le poncif sur le polytechnicien, c'est qu'il avait fait beaucoup de maths, mais qu'il était un petit peu dans la lune, et que quand il s'agissait de prendre des décisions dans une entreprise, il n'était pas forcément le mieux placé. Il y a un renversement de l'histoire absolument incroyable, qui est ce socle très fondamental, il est directement connecté non seulement aux transformations économiques majeures qui vont avoir lieu, mais d'autre part connecté à la vie quotidienne des gens. Donc, si vous voulez, quand l'Élysée nous demande d'organiser en prélude à l'AI Action Summit des journées scientifiques, d'abord, les grandes surprises, c'est quoi? Enfin, surprise. Il y a quelque chose qui n'était pas vraiment une surprise, qui est qu'on n'a eu aucun mal à attirer toutes les grandes pointures internationales. Bon, le comité scientifique était présidé par Michael Jordan, qui n'est pas le basketteur, mais qui est prof d'informatique à Berkeley et qui a une chaire INRIA, et qui nous a beaucoup aidés, et qui est en France. Donc la France peut attirer des talents de ce calibre, et on a eu absolument tout le monde. Premier point. Deuxième point, moi je m'attendais à ce que les querelles franco-françaises surgissent entre universités et organismes, entre les 8 IA clusters les uns et les autres. Pourquoi nous, on avait été choisis? Est-ce que ça n'allait pas déclencher des tempêtes entre INRIA et CNRS, etc. Eh bien, quand on est sur un sujet à ce point, chaud, innovant, enfin aussi nouveau, c'est une discipline qui est en train de se constituer d'une certaine manière, mais c'est des fondements solides, eh bien tout le monde, et si vous faites un peu de diplomatie, parce qu'on a ouvert les portes très grandes, eh bien tout le monde est venu et on n'a eu aucun problème. Maintenant, vous faites des journées scientifiques, 2 jours avant, enfin il y a eu le week-end, IA et culture, et puis le lundi, au Grand Palais, un sommet, vous avez toute la société qui est là, toute l'économie, et le lendemain, vous avez un sommet de chefs d'État. Enfin, vous avez vu ça quand? Le fait que la recherche débouche la semaine d'après sur des grandes décisions qui vont changer la vie des gens. Bon, donc, si la question est de savoir si c'est important et si on a un rôle à jouer, je crois que tout ça répond. Alors maintenant, on forme des Arthur Mensch et les autres. On a, dans ce projet avec HEC, avec IP Paris, INRIA et le CNRS, on a tout ce qu'il faut pour recruter au meilleur niveau. Il faut être conscient du fait que l'intelligence artificielle, c'est un secteur scientifique où l'essentiel des disruptions est fait dans les compagnies privées.
Alors, comment rester pertinent? Nos chercheurs sont très malins, c'est eux qui l'ont inventé d'une certaine manière, cette intelligence artificielle, mais ils peuvent difficilement, c'est une question de nombre de GPU, jouer avec les immenses modèles. Ils doivent être simplement malins avec des modèles spécifiques. Je pense l'intelligence artificielle va se verticaliser. Il va y avoir une intelligence artificielle pour la médecine qui ne sera pas exactement celle dont les juristes ont besoin et celle qui impacte d'autres secteurs. Donc, on va au-devant de temps qui vont être passionnants, où la recherche publique continuera à avoir une très grande pertinence, mais elle sera en dialogue avec les mouvements qui se passent dans les entreprises privées. Et le grand sujet de tout ça, c'est le sujet géopolitique. C'est le sujet de est-ce que notre modèle de démocratie, notre modèle de rapport entre justement le public et le privé, notre modèle de régulation, parce que l'intelligence artificielle, ça doit se réguler, et l'équilibre entre régulation et innovation, est-ce que l'Europe est capable de proposer et de maintenir et de soutenir, face aux États-Unis d'une part, à la Chine d'autre part, un modèle pertinent. Et là-dedans, on va tous jouer. Étienne Perra, quel rôle les Sciences Po peuvent avoir dans le champ de l'IA? Et est-ce que vous craignez un impact à 10 ans pour vos diplômés? C'est pas que je crains un impact à 10 ans, c'est qu'il y aura un impact à 10 ans, comme le disait Thierry. Je pense que Alice sait dire la même chose sur son champ. Donc nous, notre sujet, il est à deux niveaux. L'IA finalement vient accélérer des réflexions qu'il y avait depuis pas mal d'années sur le fait que les diplômés des Sciences Po se renforcent sur tout ce qui va relever de la culture scientifique, technologique, sanitaire. On l'a bien vu avec les discussions à l'époque du Covid. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être capables de gérer, de comprendre, de synthétiser un certain nombre de connaissances qui ne sont pas forcément de leur champ a priori, à savoir les sciences humaines et sociales. Donc ça, c'était déjà un impératif qui avait émergé. Avec l'IA, évidemment, il y a des questions d'arriver à avoir une compréhension au moins minimale sur un certain nombre de choses du fonctionnement de l'IA, parce que sinon on se retrouve un petit peu à l'aveugle à gérer une boîte noire. On n'en fera jamais, évidemment, des créateurs d'entreprises d'IA, mais par contre, avoir cette littératie, il faut utiliser un peu un anglicisme, de l'intelligence artificielle, ça, c'est indispensable. Et puis derrière, notre objectif, c'est justement de les former à l'utilisation. Notre objectif, c'est pas d'avoir une approche, comme parfois on peut un petit peu l'avoir, qui serait punitive, de dire attention, l'IA, c'est pas bien, dans la logique en fait de ce qu'était l'approche du plagiat. Et je pense que l'objectif, c'est un peu d'arriver à expliquer comment l'IA peut être un outil qui ne doit pas dispenser d'utiliser son propre cerveau, parce qu'on nous l'a quand même donné pour ça, mais donc d'arriver à trouver la bonne imbrication, et y compris, je pense, si on prend vraiment les domaines qui nous concernent, Thierry parlait de géopolitique, quels usages sont des usages légitimes. Je prendrai un exemple simple, une chose qui est très populaire, qui est l'action des simulations, par exemple, de négociations internationales. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien dans pas mal de grandes écoles. On peut se dire, voilà, quand on est dans une négociation internationale, est-ce qu'on va prendre la présentation qu'on a l'intention de faire, on la fout sur ChatGPT pour qu'elle ressorte un peu corrigée et qu'on puisse la présenter, ou est-ce qu'on va se dire, il y a peut-être des enjeux de confidentialité des données, il y a peut-être des enjeux aussi éthiques qui peuvent se poser, et donc que quand on fait une simulation de négociation internationale pendant sa scolarité, déjà, on réfléchisse sur des choses qu'on aura à intégrer quand on sera dans une situation professionnelle, mais qu'on le fasse dès sa scolarité. Je pense que c'est beaucoup plus là-dessus qu'on a un devoir d'accompagnement des jeunes, quels que soient d'ailleurs les secteurs disciplinaires ou professionnels vers lesquels ils iront. Et donc je trouve que, voilà, moi j'enlève le mot de crainte, je dis il y a quelque chose qui se passe, c'est un fait. Donc comment on agit, comment on se positionne, comment effectivement on peut prévenir et alerter sur des formes de risques qui existent, il faut être très, très lucide, mais pas sur un registre qui serait défensif, qui serait un peu décalé, de dire comme Thierry dit depuis le début, regardons le monde. Si on regarde le monde, si nous on est sur une posture uniquement défensive, on ne va pas aller très loin. Merci Étienne. Alice, c'est déjà le mot de la fin en guise de conclusion. Est-ce que vous pourriez nous parler de la doctrine que vous avez évoquée lors de votre conférence de presse? Alors déjà, nous, on a de la chance, c'est que Thierry, il crée et nous, on utilise. Hein. Donc là-dessus, on n'a pas la même pression. Mais il est vrai que, oui, dans les écoles de management, et notamment nous à Schema, depuis 2017-2018, on a une réflexion. Donc on a créé, on en avait parlé avec Thierry, quand on s'était vu chez OnePoint avec Muriel Toiti, nous, on a créé un centre d'intelligence artificielle à Montréal, puisqu'on est allé se mettre... Alors, on dit pourquoi n'est pas allé en France? Parce qu'en 2017-2018, je veux dire, l'aura de Joshua Benjo, on s'est dit, c'est là où on va pouvoir trouver des gens qui vont développer des outils. Donc, on s'est installé à Montréal et on a des gens qui ont des PhD, effectivement, en maths, en computer science, etc. Et à qui on dit, hein, c'est toujours la grosse logique aujourd'hui pour nous, c'est faire ou faire faire.
Donc on fait en partie des outils pédagogiques qui sont adaptés. Nous, on a une structure très atypique. Quand vous avez 10 sites qui sont connectés dans le monde, mais forcément, vous ne faites pas cours nécessairement ou vous ne connectez pas de la même façon que si vous êtes sur un site ou voire avec un satellite ailleurs. Donc, on a demandé à ces équipes-là de développer, grâce à ce que les équipes de Thierry inventent, des outils pour nous permettre de placer mieux nos étudiants, d'avoir des compagnons IA pour nos professeurs, de pouvoir développer de l'efficacité organisationnelle à l'échelle du groupe en entier. Voilà. Donc, nous, on fait des choses. Après, on s'est dit, est-ce qu'on va, comme tout le monde, signer un coup avec Mistral, un coup avec Google, un coup avec machin? Bon, on laisse nos profs faire ce qu'ils veulent, mais on s'est dit, nous, on veut créer notre propre doctrine et aussi des outils plutôt propriétaires qui vont nous appartenir et que l'on va pouvoir développer, encore une fois, à l'échelle de cette multinationale. Alors, ayant dit ça, à un moment donné, quand on a réfléchi le plan stratégique qu'on a communiqué il y a 15 jours, qui s'appelle Unveil 30, on s'est dit, avec l'IA, on a regardé, nous on est encore une fois dans différents pays, donc on parle avec des entreprises et avec des jeunesses très différentes. Et on a fait une grande étude auprès de 5000 jeunes grâce à YouStalks, la fondation Higher Education for Good, pour savoir ce qu'ils souhaitaient, pour eux, qu'est-ce que représente l'intelligence artificielle dans l'éducation. Et ce qui est sorti est simple, il y a 5-6 grandes leçons à tirer. La première, on ne veut pas, il y a eu 25 000 contributions à partir de 5 000 étudiants, jeunes qui ont discuté. On ne veut pas que nos profs soient remplacés par une IA. On a peur que l'IA crée de nous une batterie d'ignorants. On a peur que l'IA nous enlève notre esprit critique. Et on compte sur l'enseignement supérieur et nos institutions pour nous prévenir de ce qu'il pourrait se passer demain dans la société. Donc, on s'est pris une charge sur les épaules qui est de dire, et nous, on s'est dit à un moment donné, bon, c'est fantastique ce qui se passe, il ne faut pas le renier, ça va complètement changer les contenus de la recherche, ce qu'on va faire, la façon dont on va enseigner, etc. Donc nous, on s'est dit, il faut qu'on se donne une doctrine. On est en train de poser les 12-13 commandements de l'IA, qui démarre, le premier commandement démarrera, et ça c'est notre doctrine à nous, qui dit les professeurs ne seront pas remplacés par une intelligence artificielle. En revanche, doctrine numéro 2, et notre équipe de Montréal avec des partenaires que nous avons est en train de créer des outils pour nous, pour l'enseignement, qui seront des compagnons d'intelligence artificielle et qui permettront aux étudiants de se challenger et aux profs de faciliter le fait effectivement d'écrire un cours ou de faire un film ou un podcast ou des PowerPoint. Et effectivement, ces outils vont permettre de délivrer soit un cours complètement écrit, soit une synthèse, etc. Mais ça sera toujours plugué à partir de la base de connaissances que nos professeurs auront injectées dans nos outils. C'est notre choix. On peut le critiquer, on peut lui dire c'est pas bien, on peut lui dire c'est très bien, c'est notre choix. Et donc, on a créé cette doctrine et la dernière ligne de la doctrine sera on ne s'interdit pas de dire non. C'est-à-dire que si on a l'impression qu'avec les agents, où on nous dit c'est la théorie de la singularité, là ça y est, les robots vont prendre le monde, il n'y aura plus d'humanité, eh bien on s'interdira d'enseigner, d'introduire, d'utiliser des agents qui potentiellement pourraient être dangereux. On n'y est pas du tout aujourd'hui. Pour autant, j'espère que Schema, moi je l'ai créé il y a 20 ans et que ça me survivra, et que dans 100 ans, les dirigeants de Schema se diront oui, dans notre doctrine, là on s'interdit d'y aller parce que potentiellement ça peut être dangereux. Je pense qu'on a besoin de se dire qu'est-ce que doit être l'évaluation de nos étudiants aujourd'hui à l'heure de l'IA. Nous, pour vous dire la vérité, on va revenir au papier-crayon, en disant très bien, avec de l'interdisciplinarité. Voilà, vous allez avoir 5 dissertations créées par des profs dans différentes disciplines. Vous allez poser votre lunette, votre montre et votre téléphone. Moi, j'ai vu ça à Abu Dhabi, j'ai vu ça un peu dans différents pays du monde. Et maintenant, vous allez nous montrer que vous êtes capable d'écrire. Mais ça n'empêche qu'ils auront pu apprendre avec un compagnon IA qui va les aider à s'entraîner, etc. Ça, c'est notre doctrine. On va la conserver. Si d'autres veulent s'en emparer, on le donne volontiers. Mais nous, on a pensé qu'il fallait se donner
un garde-fou à la fois positif et négatif. Maintenant, je remercie les équipes de Thierry qui nous permettent, et d'autres, mais qui nous permettent à Montréal d'utiliser tout ce qui a été produit pour inventer, des outils qui améliorent notre efficacité organisationnelle. On vit dans un monde merveilleux et il faut savoir en profiter. Merci à tous les trois d'avoir été présents aujourd'hui pour cette toute première table ronde ESR. Merci à toutes celles et ceux qui ont regardé cette vidéo. On vous dit à très vite sur Totis. Au revoir.